Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour une séance un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on se retrouve dans ma cuisine pour faire un TD2 Word. Et oui, c'est possible. Je vais vous le montrer tout de suite durant cette séquence vidéo. Donc, cette séquence vidéo, elle va porter sur les puces, comment utiliser les numérotations automatiques, et enfin, on abordera la notion de liste à plusieurs niveaux. Donc, durant cette séance, comme d'habitude, on va prendre un cas d'usage classique, voilà, que l'on peut décliner hein, selon différentes formes. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va essayer de faire quelque chose d'utile. On va faire aujourd'hui une recette de cuisine. Donc, si vous arrivez à faire cette recette de cuisine sur Word, donc vous pourrez me mettre un petit pouce vers le haut. Et bien entendu, cette recette de cuisine que je vous présenterai et que l'on va réaliser sur Word, c'est une vraie recette de cuisine. Donc, c'est ma recette de cuisine à moi. Et donc, si vous la réalisez chez vous, eh ben là aussi, vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut et ça me permettra de savoir également si ça vous a plu. Donc voilà, on joint l'utile à l'agréable. On va faire à la fois de la cuisine dans Word et ça peut être utile aussi pour pouvoir faire des petites choses dans votre cuisine à vous. Je pense notamment aux étudiants, je pense à leur bien-être et à leur estomac. Voilà. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est cette recette de cuisine? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Et du coup, après, voir un petit peu les notions en Word pour pouvoir construire tout ça. Donc, comme d'habitude, donc on va aller sur notre plateforme pédagogique en ligne, donc sur eLearn. Et pour faire ce sujet, on va avoir besoin de deux éléments, donc une image et un texte brut, donc le texte de la recette de cuisine. Donc pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, vous pouvez aller tout en bas. Donc on commence à faire pas mal de séances, hein. On en a fait plus que la moitié maintenant. Donc aujourd'hui, c'est sur donc, puce, numérotation et liste à plusieurs niveaux. Donc pour pouvoir faire le sujet de TD d'aujourd'hui, donc la séquence numéro 6, il faut télécharger cette image. Donc là, ce que l'on va faire, c'est un crumble aux pommes. Voilà, donc c'est mon crumble aux pommes maison, ma recette que je vous donne. Donc il faut télécharger du coup cette image hein, voilà, en enregistrant l'image donc, sur votre ordinateur. Et ensuite, vous avez un petit texte brut, voilà, le texte de la recette que j'ai déjà tapé pour vous. Donc ceux qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne et qui souhaitent quand même faire ce document-là, cette recette, de toute manière, comme je l'ai déjà dit lors de précédentes vidéos, vous pouvez faire un arrêt sur image de mon écran et puis de taper hein, tout simplement le texte que vous voyez. C'est un petit peu plus long que d'avoir le fichier, mais c'est pas grave. Voilà, ça vous permet de bien intégrer la recette de cuisine encore mieux que les étudiants de l'UT de Bayonne. Donc du coup, une fois que vous avez téléchargé du coup ces deux fichiers, donc l'image plus le texte brut, eh bien vous pouvez aller sur le sujet. Voilà, donc le sujet donc, que l'on va réaliser ensemble durant cette séquence. Donc dans un document, il est souvent nécessaire d'énumérer un ensemble d'informations. Donc cette énumération est généralement structurée à l'aide soit d'une liste à puces ou bien de numéros. Donc dans cette séance, nous allons justement voir comment bien paramétrer ces deux types de listes, c'est-à-dire celles avec des listes à puces. Donc on verra que Word nous propose des puces par défaut, mais qu'on peut aussi personnaliser ces puces. Donc il génère aussi bien évidemment les suites de listes à puces automatiquement lorsqu'on veut faire plusieurs points. Et on verra aussi au niveau de la numérotation, c'est pareil en fait. Hein, au niveau de la numérotation, eh bien, on pourra faire différents types de numérotation, 1, 2, 3, 4, ABCD, ABCD en lettres majuscules, ABCD en lettres minuscules, ou bien avec des chiffres romains.
Et donc cette numérotation automatique, ben, je vous montrerai aussi comment la paramétrer, la personnaliser. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir faire le contenu de la séance, bah déjà, ce serait bien de vous organiser votre travail comme d'habitude. Donc, vous faites un dossier TD6, donc à l'intérieur d'un dossier informatique, par exemple. Et puis donc, vous récupérez l'image de la recette ainsi que le texte brut, comme je l'indiquais juste avant. Donc, on va produire la fiche de recette de cuisine ci-dessous. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une vraie recette. Et comme vous pourrez du coup le constater, bah, cette fiche, elle va contenir plusieurs listes. Donc on a une liste d'ingrédients, on a les étapes de préparation, et donc on va automatiser, enfin on va utiliser en tous les cas les outils automatiques de Word pour pouvoir construire ces listes-là. Voilà. Donc là, je vous mets la recette un peu en grand pour que vous la voyez bien. Donc là, il y a tout un tas de choses. Donc déjà, des choses au niveau révision déjà. Et puis on voit bien au niveau des ingrédients et de la préparation les différentes numérotations ou puces, voilà, qui sont mises automatiquement. Donc au niveau des révisions, bah, vous voyez une image, donc forcément ça vous rappelle l'insertion de logo dans un document, donc on verra comment intégrer une image dans un document, ça on va le revoir, hein, ça c'est la révision. Je vous montrerai aussi également comment tourner un petit peu l'image, comment faire des bords arrondis, voilà, Word vous permet de faire ces personnalisations-là lorsqu'on intègre une image. Et ensuite, on voit bien là dans le document bah, des petites polices en plus que l'on n'a pas vues. Rappelez-vous, on avait vu, bon, vous connaissez déjà la police Times New Roman, qui est la police par défaut dans Word. On avait vu ensemble la police Wingdings pour pouvoir faire des caractères spéciaux, comme les petits téléphones par exemple, ou des enveloppes postales. On avait vu la police Courrier New lors de la précédente séquence vidéo, donc pour pouvoir faire l'adresse du destinataire un petit peu différemment que d'habitude. Et donc là, on va voir aujourd'hui une nouvelle police beaucoup plus arrondie, comme si on écrivait avec un stylo ou un feutre. Donc là, je propose de faire une recette de cuisine, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma cuisine. Mais bon, c'est pour faire un petit clin d'œil, hein, vous m'avez compris. Voilà, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. Mais évidemment que ce type de document structuré de cette façon-là, on peut le décliner selon plein de documents dans une entreprise. Donc par exemple, ça peut être des fiches produits, donc avec le nom d'un produit, sa composition, comment l'acheter. Ça peut être, ce document-là pourrait être pris pour ce type de document professionnel. On pourrait avoir une trame de négociation, pourquoi pas, lorsque l'on veut appeler plusieurs prospects, futurs clients, une trame pour indiquer quelles sont les cibles de tels produits que l'on souhaite vendre au téléphone et comment s'y prendre au niveau des étapes de discussion pendant l'échange téléphonique. On pourrait aussi imaginer des process de fabrication. Donc, par exemple, on a un process de fabrication d'un produit, donc on veut les différents matériaux pour pouvoir concevoir le produit, et ensuite comment on assemble le produit. Voilà, donc vous voyez bien que ce que je montre ici, qui est une recette, sa structuration peut s'appliquer à tout un tas de documents professionnels. Donc il faut bien maîtriser pour cela donc les puces donc, que l'on peut voir ici. On peut voir des petites flèches, des petits checkbox, et puis même dans les étapes de préparation, il y a des puces. Et les numérotations automatiques, donc on le voit notamment dans la préparation, on voit un petit peu en bas A, B, C, D. Donc ça c'est de la numérotation automatique, c'est Word qui enchaîne les étapes par ordre alphabétique. Donc c'est Word qui va générer ces numérotations-là. C'est certainement pas l'utilisateur qui a tapé A avec une parenthèse, B avec une parenthèse. Voilà, Word qui vous permet de le faire. D'ailleurs, une petite numérotation automatique que l'on apprendra ensemble, c'est ce que vous voyez dans le document, étape 1, étape 2, étape 3. Donc ça, c'est Word également qui l'a fait automatiquement, puisqu'on va personnaliser la numérotation pour pouvoir justement effectuer
cette succession d'étapes automatiquement en mettant 1, 2, 3, 4 et en mettant le mot étape devant. Donc ça aussi, ça peut s'automatiser. C'est pas quelqu'un qui a tapé ça au clavier. Et ça a beaucoup d'avantages que l'on verra bien entendu durant cette séance. Donc c'est parti. On a téléchargé, donc voilà l'objectif sympa, enfin un objectif plutôt agréable. Voilà, et puis ensuite, on pourrait faire la recette. Donc on va rentrer tout de suite dans les étapes que l'on doit faire ensemble et je vais parcourir, comme d'habitude, parcourir le sujet avec vous. Donc on va commencer par un petit préambule. Donc on va commencer par préparer la mise en place de la police du document. Donc ici, on va utiliser une police que vous ne connaissez peut-être pas, que vous allez découvrir. C'est celle que l'on a vue donc juste dans le document, hein, là au-dessus, hein, un petit peu arrondi. Donc c'est la police Bradley Hand. Voilà. Donc, police un peu arrondie à la main. Donc le titre Crumble aux pommes sera en gras, centré et souligné. Donc il aura une taille de 36 points. Voilà. On va jouer un petit peu aussi sur les couleurs de la police. Donc on utilisera la couleur du titre hors accentuation 4 plus sombre 25%. Donc on verra comment retrouver cette couleur. Les sous-titres, ingrédients et préparation, donc eux, on leur donne des petites caractéristiques, gras, souligné, un espacement avant et après de 12 points. Ils auront une taille de 20 points. Voilà, donc il y a plein de choses que l'on révise, hein, toujours un petit peu avant de commencer des nouveautés dans les sujets. Et ensuite, tous les textes que l'on a dans le contenu, que ce soit les ingrédients ou la préparation de notre crumble, eh bien, ils seront contenus dans les sous-titres. Ils auront tous une taille de 12 points avec une autre couleur pour faire un petit dégradé entre les titres et le contenu textuel. Donc on est parti. On va aller sur Windows. Hop, c'est parti. Donc moi j'ai mon petit dossier informatique. Donc qui commence à grossir comme vous, hein, parce que voilà, il y a tout un tas de séances. Donc on est à la 6e. Et donc on a notre image, notre crumble aux pommes, qui est une image en JPEG. Et on a donc notre texte brut que l'on va ouvrir tout de suite. Donc, je vais l'ouvrir avec Word. Hop là. Donc si on suit un petit peu les différentes étapes. Donc pour pouvoir commencer à faire notre document. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on va faire ça, hop, comme ça. Voilà, là c'est très bien. Donc, on a dit dans le sujet que la police du document sera Bradley Hand. Alors, si toute la police du document est en Bradley Hand, déjà, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tout le document. Donc, je rappelle que pour sélectionner tout un document, il faut faire CTRL A. Donc, si vous faites CTRL A, hop, tout le document se sélectionne. C'est beaucoup plus pratique que de prendre la souris et de l'étirer. Alors là, il n'y a qu'une page, donc ça peut aller vite. Mais imaginez que vous avez un document de 20, 30, 50 ou 100 pages. Si vous attendez que la souris elle arrive au bout du document, bon, ça va être très long. Autant faire un petit CTRL A, donc A pour All, sélectionner tout le document et du coup tout votre texte est sélectionné. Donc ensuite, il suffit d'aller chercher la police Bradley Hand, donc que vous avez donc du coup dans Word, hein, tout en haut. Donc pour aller la chercher, alors soit vous utilisez le petit ascenseur. Voilà, pour aller chercher, soit vous la tapez directement dans le petit encart. Donc voilà pour Bradley Hand. Si vous n'avez pas cette police, eh bien vous voyez, on voit quand même ici hein, les différentes polices, un petit peu le look qu'elles ont hein, lorsqu'on les sélectionne. Si vous ne l'avez pas sur votre Word, c'est pas grave. C'était pour vous en montrer une qui est un petit peu courbe, une écriture courbée. Donc vous en sélectionnez une autre, hein, vous inquiétez pas. Voilà, il y en a tout un tas dans Word. L'idée, c'est d'en découvrir plusieurs selon différents usages, que ce soit des courriers. Ici, c'est une recette, donc on veut que ce soit un petit peu plus arrondi. Voilà, donc selon l'usage, c'est bien d'utiliser des polices particulières. Je pense par exemple à la police Arial
ou Arial Black qui est assez adapté pour des affiches. Voilà, donc après c'est à vous d'aller découvrir un peu les polices. Donc si vous ne trouvez pas Bradley Hand, c'est pas grave, vous en prenez une qui s'en rapproche. Voilà, donc là on a ici notre police qui s'est modifiée. C'est très bien. Donc ensuite, on nous dit que le titre Crumble aux pommes, il sera en gras, centré, souligné. Donc on va le mettre en gras, centré, souligné. Ensuite, il aura une taille de 36 points. Donc on va augmenter la taille pour aller à 36 points. C'est très bien. Et la couleur sera en or accentuation 4 plus sombre 25. Donc pour les couleurs de texte, vous les avez ici, les couleurs de police. Et donc ici, vous avez tout un panel en fait de couleurs qui vous sont proposées. Et donc au niveau du panel, si vous laissez votre souris longtemps sur l'une des couleurs, vous aurez l'intitulé de cette couleur. Donc là par exemple, c'est de l'or accentuation 4 plus sombre de 25%. Et c'est justement ce que l'on nous demande. Donc ensuite, pour les sous-titres, donc ingrédients et préparation. Donc on nous dit que il faut qu'il soit en gras, souligné. Donc ici, ingrédients, on veut que ce soit en gras, souligné. On veut que ce soit la même couleur que le titre. Alors là, vous remarquerez que Word a gardé en mémoire la couleur de la police que l'on avait récupérée tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et on a une taille de 20 points. Donc on va mettre une taille à 20, ici. Ensuite, on nous dit que l'espacement avant et après, il est de 12 points. Alors là déjà, vous avez vu, j'avais laissé un petit espace, donc celui-là, on peut le supprimer. Donc vous pouvez faire remonter ingrédients. Et donc on veut un espacement avant et après de 12 points. Donc ça, ce sont des révisions, hein. Donc il faut aller dans disposition. Et donc l'espacement avant, 12 points. L'espacement après, 12 points. Donc ça va ici faire un petit écart entre le haut et le bas ici de notre sous-titre ingrédients. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Donc en gras, souligné, espacement avant après de 12 points, une taille de 20 points et la couleur des sous-titres identique à celle du titre. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on va faire pareil pour le sous-titre préparation qui est juste en dessous, ici. Donc en gras, souligné, une taille de 20 points. La couleur, c'est la même que celle du titre. Donc il suffit de sélectionner notre couleur qui avait été mémorisée. Et un espacement avant-après de 12 points. Voilà. Donc on va supprimer la petite ligne vide ici en remontant préparation. Et là, on a bien ici donc nos espacements avant-après et notre sous-titre qui est calé. Pensez à enregistrer régulièrement, c'est important avec un petit CTRL-S. Pour terminer, les textes contenus dans les sous-titres auront une taille de 12 points. Donc on va sélectionner ici le contenu textuel. On va mettre une taille donc, de 12 points. Voilà. Et on va choisir une autre couleur que celle de tout à l'heure. C'est toujours de l'or accentuation 4, mais on ne va pas mettre on va pas mettre exactement la même nuance, le même niveau de couleur que ceux des titres et des sous-titres. On va accentuer un petit peu plus, on va faire plus sombre. Donc c'est de l'or accentuation 4, plus sombre de 50%. C'est la couleur juste en dessous. Comme ça, on aura un petit dégradé entre titre, sous-titre et le contenu textuel. Ça montrera un petit peu la différence qu'il y a entre titre, sous-titre et ce texte-là, qui sera peut-être mieux mis en valeur que si on l'avait laissé noir, par exemple. Au niveau de la préparation, on fait pareil. Donc le contenu textuel, on va le sélectionner. Voilà. Donc là, ici, on va mettre en taille de 12 et on va mettre la même couleur
donc hors accentuation 4, plus sombre de 50%, comme le texte du dessus. Et voilà, et on a fait notre petite révision. On va revenir dans le sujet. Voilà. Donc là maintenant qu'on vient de réviser, on va voir maintenant les listes à puces. Donc dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la partie ingrédients de la recette, donc la partie haute. Donc celle-ci est composée d'une liste à puces. Alors en général, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, les listes à puces. Vous avez déjà utilisé ça pour des rapports au collège ou au lycée, par exemple. Pour les étudiants, pour les autres, je suis sûr que vous avez utilisé ça pour lister des points dans vos documents d'entreprise. Donc il s'agit, une liste à puces, d'une liste pour laquelle chaque élément énuméré est identifié en son début par un symbole. Donc c'est une liste en fait où il y aura systématiquement une puce, donc un symbole, au début du paragraphe. Donc ça peut être une flèche, ça peut être un point, ça peut être un carré, on peut imaginer tout un tas d'éléments. Donc pour pouvoir utiliser les listes à puces dans Word, donc déjà on va sélectionner tout le texte de la partie ingrédients et on va cliquer sur le bouton puce qui se trouve dans le ruban dans l'onglet accueil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir apparaître des ronds, des puces, devant chaque élément de cette partie. Donc, regardons ça. Hop là. Donc on me demande de sélectionner. Je vais mettre dans une taille plus grande, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. On va se mettre comme ça, ici. Donc on va sélectionner nos éléments, donc tous les éléments qui se trouvent dans ingrédients. Voilà. Donc constatez que j'ai laissé exprès les caractères non imprimables. Vous avez vu que chaque ligne ici est un paragraphe. Donc quand je vais sélectionner le bouton plus, donc qui se trouve dans le ruban, donc dans l'onglet accueil du ruban, vous voyez les trois petits points en haut. Et bien, lorsque on va cliquer sur cet élément-là, hop, chaque paragraphe aura donc une puce. Alors, il y a des choses intéressantes à voir. Donc, chaque paragraphe a une puce, c'est très bien. Et quand on laisse les caractères non imprimables, vous voyez qu'il y a des petites flèches entre la puce et le texte. Eh bien, tout simplement parce qu'une tabulation est faite automatiquement pour éviter que le texte bute sur la puce qui se trouve juste à côté. Donc ça, c'est également des choses que l'on peut paramétrer dans Word et on le verra tout à l'heure. Dans tous les cas, lorsqu'on ne met pas les caractères non imprimables, ce qu'on voit quand on applique les puces, c'est que ça s'applique à chaque paragraphe du document. Donc ça, c'est un premier point. Donc ici, on a vu, étant donné qu'il y avait 8 paragraphes, eh ben on a vu 8 puces, 8 ronds, 8 symboles qui se répètent sur chaque paragraphe pour pouvoir les énumérer. Donc ensuite, on nous demande de placer notre curseur d'insertion de texte sur l'élément 1 kg de pommes et de cliquer sur le bouton augmenter le retrait dans le bureau accueil et ce bouton-là a ce petit symbole que vous avez sûrement dû utiliser pour ça ou pour d'autres choses. Donc on voit un petit paragraphe avec une petite flèche qui permet de faire avancer vers la droite le texte. Donc cet élément va se décaler sur la droite pour former une sous-liste avec une nouvelle puce. Alors on va regarder ça. Donc on va se mettre devant 1 kg de pommes. Hop. Donc qui est la deuxième puce ici. Donc c'est juste devant. Et on va utiliser du coup le bouton que vous avez juste ici, augmenter le retrait, donc qui se trouve donc en haut là dans le ruban. Vous avez, il y a deux boutons, il y en a un qui permet de diminuer le retrait avec une flèche vers la gauche, c'est celui qui est ici, et vous avez augmenter le retrait qui permet de pousser le texte vers la droite. Donc là on voit bien mon curseur d'insertion de texte qui clignote au niveau de 1 kg de pommes, donc on va cliquer sur augmenter le retrait pour regarder qu'est-ce qui se passe. Hop, on voit ici que le texte s'est décalé sur la droite, on a augmenté le retrait, très bien, mais on voit que notre puce a changé. Donc on a une puce
c'est un rond maintenant qui n'est pas rempli. Donc ici, qu'est-ce qu'on conclut? Ben, on conclut que d'une part, on avait sélectionné des paragraphes et que quand on clique sur liste à puces, eh ben, ça nous met une puce devant chaque paragraphe. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque l'on se met sur une puce en particulier et que l'on augmente le retrait, donc lorsqu'on est positionné sur un paragraphe où il y a une puce et que l'on augmente le retrait, eh bien, on fabrique une sous-liste. Et on a une autre puce qui nous est présentée par Word. Donc maintenant, on nous demande de positionner notre curseur d'insertion de texte au tout début de l'élément 125 g de sucre en poudre et d'appuyer sur la touche tabulation de notre clavier. Donc comme pour la question précédente, l'élément va se décaler sur la droite pour rejoindre la sous-liste avec la nouvelle puce précédente. Donc là, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que en gros, le fait d'appuyer sur augmenter le retrait comme on vient de le faire ou le fait d'appuyer sur la touche tabulation, ça va faire le même effet. Alors regardons un petit peu, on va se mettre devant nos 125 g de sucre et je vais appuyer sur la touche tabulation. C'est une touche maintenant que vous commencez à connaître puisqu'on l'a utilisée dans la séquence précédente sur les taquets de tabulation. Donc cette touche, elle se trouve à gauche de votre clavier avec deux petites flèches. Elle est juste au-dessus de la touche verrouillage de majuscule. Donc on va appuyer une seule fois sur la touche tabulation. Et donc là, on voit que ça a fait le même effet qu'augmenter le retrait. Donc du coup, pour pouvoir faire des sous-listes d'une liste, comme on vient de le faire là, eh bien vous avez deux solutions. Soit vous appuyez sur augmenter le retrait en haut, ou soit vous appuyez sur la touche tabulation qui fait la même chose. Donc voilà un petit peu pour vous montrer que en fait dans Word il y a plein de façons différentes de faire les choses. Mais ça vous le saviez déjà. Donc il est tout à fait possible de modifier les symboles. Donc là on avait des ronds pleins, des ronds vides. Donc il est tout à fait possible de modifier les symboles. Donc vous pouvez choisir les symboles proposés par défaut. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans la question du dessous. Ou bien vos propres symboles. Et c'est ce qu'on va voir encore dans les questions qui suivent. Alors, regardons un petit peu la question justement qui suit pour choisir des symboles proposés par Word. Donc d'autres symboles proposés par défaut. Cliquez sur l'une des puces de votre sous-liste, c'est-à-dire les ronds non pleins, donc ceux qu'on a mis pour 1 kg de pommes et 125 g de sucre en poudre. Et normalement, les deux puces vont se sélectionner afin de pouvoir toutes les modifier. Alors ça, c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on clique sur une puce, eh bien, on peut voir toutes les autres puces qui sont liées à elle, c'est-à-dire le niveau, en fait, finalement, de liste où on se trouve. Donc, soit le premier niveau, le niveau de la liste, ou soit le deuxième niveau, le niveau de la sous-liste. Donc là, on nous demande de sélectionner une des puces de notre sous-liste et normalement, cette sous-liste, toutes les puces vont se sélectionner. Donc sur le bouton puce du ruban, sélectionnez la liste déroulante afin de pouvoir choisir un autre type de puce. Donc on nous demande de choisir celui qui correspond à un petit V, une checkbox, et on va constater que les deux puces de notre sous-liste vont se modifier étant donné que toutes les puces ont été sélectionnées. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je vais cliquer sur l'une des puces, celle que vous voulez. Donc, on va cliquer sur celle de 1 kg de pommes, hop, et on voit que les deux se sélectionnent. Alors vous voyez que j'ai cliqué sur la première parce que c'est un gris un petit peu plus foncé, mais les deux se sont sélectionnés. Regardez, on peut faire la même chose sur la liste, le niveau précédent, le niveau principal. Vous voyez, lorsque je clique sur la première puce, toutes les autres se sont sélectionnées. Donc là, on nous demandait de sélectionner la sous-liste. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, on nous demande de cliquer sur la petite liste déroulante qui se trouve juste à côté du bouton puce que l'on avait utilisé tout à l'heure. Donc là, ici, vous allez voir proposer plein d'autres puces par défaut que Word vous propose. Donc là, normalement, vous devriez avoir le petit V ici. Donc on vous demande de sélectionner. Et quand on le sélectionne, eh bien, on voit que ce petit V est appliqué à nos deux puces, quand bien même on a sélectionné
la première, puisque les deux s'étaient sélectionnés tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser des ronds. Vous pouvez utiliser d'autres symboles, comme par exemple ceux qui sont proposés par défaut par Word. Alors, dans la question qui suit, on vous demande de positionner votre curseur d'insertion de texte sur l'élément 300 g de farine. Donc cet élément fera partie d'une sous-liste, donc il va falloir le décaler. Et comme vu dans les questions précédentes, on va décaler les éléments pour commencer à former cette sous-liste. Et on va constater que le symbole choisi à la question précédente, il va apparaître automatiquement. Et on va répéter l'opération pour les 3 derniers ingrédients. Allez, on va faire ça ensemble. Donc du coup, ce qu'on nous demandait de faire, c'était d'une part de positionner notre curseur d'insertion devant les 300 g de farine. Donc on va se mettre juste devant ici. On nous dit qu'il faut qu'il fasse partie d'une sous-liste, cet élément. Eh bien, deux façons de faire. Soit je clique sur augmenter le retrait, que c'était ce qu'on avait utilisé à la question 4, ou bien à la question 5, j'utilise la touche tabulation. Donc là, je vais utiliser augmenter le retrait. Regardez, ce qui est intéressant ici, c'est de constater que Word est un petit peu intelligent. Il anticipe, il sait que justement, vous aviez fait des ronds pour la liste. Et les sous-listes, alors vous avez fait des ronds blancs vides pour le kilo de pommes et les 125 g de sucre de tout à l'heure, mais vous les avez changés, vous avez mis une checkbox, un petit V. Il anticipe, il se dit, tiens, s'il a mis juste avant une sous-liste avec des checkbox, c'est sûrement qu'il va vouloir remettre un petit V pour cette sous-liste avec les 300 g de farine. Donc il anticipe, vous voyez les choses. Il essaye de vous aider. Alors, si ce symbole-là ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Mais il essaye de mâcher un petit peu le boulot pour vous par rapport à ce que vous avez fait juste avant. Donc ensuite, on nous demande de répéter l'opération pour les 3 autres éléments. Alors par exemple ici, ce que l'on pourrait faire pour les 150 g de beurre, on pourrait utiliser la touche tabulation. Donc vous voyez que ça fait la même chose qu'augmenter le retrait. Ce que l'on peut faire aussi pour les 2 dernières lignes, on pourrait sélectionner les 2 dernières lignes et appuyer sur augmenter le retrait pour pouvoir décaler dans une sous-liste plusieurs éléments en même temps. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, ici, on a nos sous-listes qui sont réalisées. Constatez que lorsque l'on sélectionne un élément de la sous-liste, donc par exemple ici j'ai sélectionné la puce devant les 300 g de farine, toutes les puces des sous-listes, que ce soit celle pour le sablé ou que ce soit celle juste au-dessus pour l'écrasé de pommes, se sélectionnent. Ce qui veut dire que ici, si on décidait de changer la puce, mettre un autre symbole, ça peut être par exemple une petite flèche, pourquoi pas, nos 2 sous-listes seraient modifiées avec cette petite flèche. Donc on va revenir aux questions. Alors, maintenant, on va essayer d'aller chercher nos propres symboles, parce que là, Word vous propose des symboles par défaut, mais peut-être qu'ils ne vous suffisent pas, peut-être qu'ils ne vous intéressent pas, ou vous voulez en mettre d'autres. Donc du coup, on va cliquer sur l'une des puces rondes, donc on va modifier finalement les 2 puces rondes qu'on a au premier niveau, donc celles qui sont devant l'écrasé de pommes et pour le sablé, puisque nos petits checkbox en sous-liste nous conviennent. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner ces puces rondes. Donc on va juste cliquer sur l'une des puces pour sélectionner les 2, comme pour ce qu'on a fait pour les sous-listes. Et ensuite, sur le bouton puce du ruban, on va sélectionner une nouvelle fois la liste déroulante, mais on va cliquer sur une option qui va apparaître, donc qui s'intitule Définir une puce. Donc quand en fait vous avez un ensemble de puces proposées par Word, s'il y en a quelques-unes de puces qui vous intéressent, vous pouvez les sélectionner par défaut. Mais si celles qui vous sont proposées ne vous conviennent pas, il faudra cliquer sur l'option Définir une puce. Et du coup, il faudra aller chercher le symbole que vous souhaitez faire apparaître, celui que vous voulez, puisque ceux proposés par défaut ne vous conviennent pas. Donc une boîte de dialogue va s'afficher, qui va vous permettre justement de personnaliser votre propre puce
euh, et on va voir cette boîte ensemble. Donc ici, on va aller sélectionner. Donc là, j'ai cliqué sur la première puce ronde. Donc la deuxième, c'est bien évidemment sélectionné puisqu'on est sur le même niveau. Donc ensuite, comme tout à l'heure, on va aller cliquer sur notre petite liste déroulante à côté de la puce. Et puis on voit que là, par exemple, il n'y a pas de flèche. Et nous, on aimerait mettre une flèche. Donc on va cliquer sur l'option ici, définir une puce. Et notre boîte de dialogue ici va apparaître. Donc là, en fait, pour pouvoir changer ici ces petits ronds en autre chose, on va utiliser d'autres symboles, donc d'autres caractères spéciaux. Donc on va cliquer sur symbole. Et donc là, on retombe sur cette boîte de dialogue des caractères spéciaux que l'on avait utilisés dans une séance précédente. Donc pour pouvoir aller chercher la flèche, alors vous allez me dire oui, la flèche on la voit, elle est en bas. Alors ça c'est parce que mon Word ici mémorise les sujets et celui-là je l'ai déjà fait. Donc il se peut que vous ne voyez pas une flèche pleine euh, comme celle que vous voyez par exemple ici. Donc si vous ne la voyez pas ou si vous voulez aller voir d'autres symboles à mettre qui vous intéressent, eh bien on va retourner dans notre police que l'on avait déjà vue ensemble, la police Wingdings. Et dans cette police Wingdings, on avait les petites enveloppes, on avait des flèches, tout un tas de symboles utiles. Donc cette police Wingdings, elle ne s'utilise pas que pour insérer des caractères spéciaux dans des courriers, etc. ou des CV. Elle peut servir pour les puces. Donc Wingdings ici. Et donc là, par exemple, voilà, tous ces symboles que vous avez ici peuvent être utilisés en tant que puce. Donc il y a de quoi faire. On peut mettre des petits carrés, on peut mettre des petits smileys par exemple. Alors des petits smileys qui sont souriants ou qui font la tête. Si on veut donner par exemple une liste de points positifs ou une liste de points négatifs. Donc voilà, il y a tout un tas de symboles dans Wingdings qui peuvent être utiles. Donc nous, on va mettre une flèche un peu épaisse, remplie, donc qui se dirige vers la droite. Et ensuite, on fait OK. Et là, dans l'aperçu, vous allez voir vos petites flèches à la place des petits ronds de tout à l'heure. Et donc là, maintenant, si on fait OK, eh bien, on voit notre petite flèche ici en guise de premier point de la liste pour l'écrasé de pommes et pour le sablé. Et nos sous-points, eh bien, on a toujours nos petits V là, nos petits checkbox. Eh bien, voilà. Donc, on peut constater que nos deux puces se sont modifiées. Et là, c'est les notes. C'est nous qui l'avons choisi dans notre police Wingdings. Alors, on nous dit, vous pouvez mettre en gras le texte qui se trouve à côté de ces deux nouvelles puces, donc en forme de flèche. Donc ça, c'est pour, voilà, c'est de la mise en forme, hein, c'est pour mettre un petit peu mieux en valeur ces éléments-là, par rapport aux éléments qui sont dans la sous-liste ici. Donc on va sélectionner ici pour l'écrasé de pommes, on va mettre en gras, et ensuite pour le sablé, et on va mettre en gras. Voilà, tout simplement. Comme ça, on a un début de document ici où on voit bien ici voilà, notre recette qui commence à prendre forme. Voilà. Normalement, vous devriez avoir le même résultat que moi ici. Au niveau de cette première partie pour les listes à puces. Et au niveau des listes à puces, voilà, on a fait le tour. Hein. C'est pas très compliqué. Il faut juste se souvenir de cliquer sur puce. Il faut se souvenir qu'on a des éléments par défaut. Donc c'est des petits ronds qui se mettent par défaut, mais que l'on peut les modifier puisque Word nous en propose plusieurs. Que l'on peut les personnaliser en sélectionnant, en définissant une autre puce et en y attachant d'autres symboles, d'autres caractères spéciaux. Ceux fournis par la police Wingdings sont très bien. Et ensuite, on peut voir qu'on peut faire des listes et des sous-listes. Donc pour faire des sous-listes, il faut utiliser le bouton augmenter le retrait dans le ruban accueil ou bien utiliser la touche
tabulation pour fabriquer ces sous-listes. On a aussi vu que lorsqu'on sélectionne une puce, eh bien, on voit que toutes les puces d'un même niveau se sélectionnent en même temps, que ce soit pour une liste ou que ce soit pour une sous-liste. Voilà un petit peu le résumé de ce que l'on vient de voir pour les listes à puces. Donc maintenant, on va avancer et on va faire de la numérotation automatique, puisque Word a des facilités pour numéroter automatiquement des éléments. Ce n'est pas à vous à aller faire, cette numérotation automatique. Et puis d'ailleurs, vous risquez de vous tromper si vous le faites. Donc dans cette partie, nous allons maintenant nous concentrer donc, sur la partie préparation de la recette. Donc la partie qui se trouve à la partie inférieure du document. Donc celle-ci est composée de numérotation automatique. Donc par exemple, on a pu voir tout à l'heure étape 1, 2, 3, 4, etc. Et on a vu aussi A, B, C, D, on a vu des numérotations automatiques au niveau de sous-listes. Donc là, le concept de liste et de sous-liste va réapparaître, hein, comme pour les puces, mais là pour les numéros automatiques. Donc, pour pouvoir utiliser cette facilité de numérotation automatique, donc on va positionner notre curseur d'insertion de texte sur le premier élément de la préparation et on va cliquer sur le bouton numérotation dans le ruban accueil. C'est un bouton en fait, qui se trouve juste à côté de la liste à puces de tout à l'heure. Donc vous devriez voir apparaître des numéros automatiques, une numérotation automatique qui va commencer à 1. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se mettre sur la deuxième petite partie du document. Donc, celle-ci ici, voilà. Donc, on va positionner le curseur d'insertion de texte donc, sur le premier élément de la préparation. Donc, on va se mettre ici, préchauffer le four. Et on va cliquer sur la numérotation automatique. Donc, c'est le bouton qui se trouve dans le ruban accueil, juste à côté du bouton liste à puces que nous avons utilisé tout à l'heure. Donc on va cliquer dessus et effectivement on voit apparaître un numéro 1 automatiquement devant préchauffer le four. Comme pour la partie précédente, donc il est tout à fait possible de personnaliser cette numérotation. Oui, parce que là on peut faire une numérotation 1, 2, 3, 4. Voilà, hein, là on peut numéroter automatiquement de cette façon-là, mais peut-être que ça ne nous intéresse pas. On veut faire différemment, comme pour les puces, vous aviez un rond, et puis on l'a changé en fait ce rond, voilà, parce que ça ne nous plaisait pas. Donc toujours sur ce premier élément, on va sélectionner la liste déroulante du bouton numérotation. Donc comme pour la puce, il y a une petite liste déroulante sur le côté pour changer, là c'est pareil, pour la numérotation automatique, on va avoir des formats par défaut qui vont nous être proposés. Donc on va choisir, si ces formats ne nous plaisent pas, on va choisir d'en définir une nouvelle et on aura une boîte de dialogue dans laquelle justement on pourra indiquer le style, le format que l'on veut, etc. Allez, on y va. Hop. Donc là l'idée c'est on a un 1 et ça en fait ça ne nous convient pas. Donc on va le changer et nous ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait écrit étape 1 et que s'il y a d'autres étapes, il y a écrit étape 2, étape 3, étape 4. Tout ça de manière automatique. C'est-à-dire qu'à la place de notre 1 que l'on a ici, on aimerait qu'il y ait le texte étape 1 et que le 1, 2, 3, 4, 5, non, étape 1, que la numérotation, elle se modifie automatiquement. Donc, on nous dit sélectionner. Donc il faut se mettre sur le premier élément, hein, bien sûr. Donc on va se mettre sur notre premier élément ici. On va sélectionner la liste déroulante qui se trouve juste à côté du bouton qui nous a permis de faire cette liste automatique. Et donc là, vous voyez, vous avez différentes numérotations qui vous sont proposées. Alors celle qui a été sélectionnée, c'est celle qui fait 1, 2, 3. Alors avec un point à côté, on peut avoir le 1, 2, 3 avec une parenthèse fermante. On peut avoir une numérotation en chiffres romains, en ABC,
etc. en majuscule, en minuscule. Voilà, il y a quand même dans les formats par défaut, il y a quand même des choses intéressantes qui sont proposées. Mais supposons que ici, voilà, là, ça ne me convient pas, puisque moi, je veux qu'il y ait écrit étape 1, étape 2, étape 3, et que ça soit complètement automatisé. Que ce ne soit pas moi qui le tape à chaque fois. Donc là, on nous dit que dans cette liste, bah, comme pour les puces, on peut définir un nouveau format de numérotation. Donc lorsque je vais sélectionner cette option-là, je vais pouvoir personnaliser, comme tout à l'heure je personnalisais les puces, bah là je vais pouvoir personnaliser la numérotation automatique. Alors là, dans cette boîte de dialogue, ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut changer le style du nombre. Donc là, ici, nous, on ne veut pas écrire 1, 2, 3 de cette façon-là. On veut l'écrire en toutes lettres, en fait. Donc là, dans le style de nombre, vous avez plein de styles de nombres qui vous sont proposés. Et il y en a même plus que ceux qui sont proposés dans la liste par défaut. Donc vous voyez ici, vous avez 01, 02, 03, 001, 002, etc. Si on veut faire de numérotation toujours basée sur 4 caractères ou 3 caractères, admettons. On a premier, deuxième, troisième. On pourrait faire par exemple premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et on a le 1, 2, 3. Comme on a aussi le premier, deuxième, troisième. Vous voyez l'élément qui se trouve ici. Donc on peut changer le style de la numérotation. Le premier style là qui est ici, moi il ne me convient pas. Donc on va descendre un petit peu et on va prendre le 1, 2, 3. Donc quand on prend le 1, 2, 3, on voit en dessous dans l'aperçu 1, 2, 3, avec un petit point à côté. Donc ça, on peut le personnaliser. Déjà, le petit point, si on veut, on peut l'enlever. Donc vous voyez dans le format de nombre, dans la zone où se trouve mon curseur d'insertion de texte, vous voyez le 1 qui est grisé et vous voyez le petit point à côté. Donc si je supprime le petit point, vous allez voir que dans l'aperçu, il s'est supprimé. Si je fais espace avec un 2 points, vous allez voir que le 2 points s'affiche juste en dessous dans l'aperçu avec un espace avant le 1. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter étape devant cette numérotation automatique 1, 2, 3. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je vais le faire là devant vous, mais surtout pas faire, il ne faut surtout pas tout effacer. Il ne faut surtout pas faire ça. Et il ne faut surtout pas ensuite écrire, par exemple, étape 1 avec un 2 points. Si vous faites ça, et ça se voit dans l'aperçu, si vous supprimez tout pour réécrire à la place de Word, eh bien vous voyez dans l'aperçu, on voit étape 1, étape 1, étape 1. On voit toujours étape 1. Il n'y a plus la numérotation automatique. Et d'ailleurs, en effaçant, si vous regardez le champ style de nombre qui est ici, on voit que c'est l'élément aucune, lorsque j'ai effacé, qui s'est positionné. Alors que tout à l'heure, j'avais sélectionné 1, 2, 3. Donc il ne faut surtout pas effacer ici dans le format de nombre tout le texte et notamment la partie qui était grisée. Parce que regardez, si j'efface tout, que je vais sélectionner mon style de nombre 1, 2, 3 comme tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui se trouve ici. Donc vous voyez qu'il y a mon 1 qui est grisé et en fait il est grisé parce que Word vous indique que là actuellement c'est 1, mais après ce sera 2, ce sera 3, ce sera 4, 5, 6, 7. Donc il ne faut surtout pas effacer ce 1 grisé qui est ici dans le format de nombre. Surtout pas l'effacer, sinon vous supprimez la numérotation automatique. Et là on voit qu'elle marche bien la numérotation automatique, puisque dans l'aperçu juste en dessous dans la boîte de dialogue, vous voyez que la numérotation se fait correctement. Donc là on va rajouter espace avec un 2 points. Voilà, ça se rajoute avec la numérotation automatique. On va positionner notre curseur d'insertion de texte juste devant la partie grisée, 1, 2, 3, et on va écrire du texte. Donc là, on veut écrire étape 1. Donc ici, pour pouvoir écrire étape 1, il suffit de taper au clavier, tout simplement. Donc, on va faire le E, étape 1, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a étape 1. Donc étape, ce mot-là, qui n'est pas grisé, vous le voyez là, ici, là. Il n'est pas grisé juste avant mon curseur d'insertion de texte, parce qu'il se répète. Comme les 2 points juste après, ça se répète. Mais par contre, ce qui va changer, c'est cette petite partie grisée où on voit le 1 en 2, 3, 4. Et ça se voit bien dans l'aperçu, juste en dessous. Alors ensuite, on peut se poser la question
sur étape, en français, on met un accent sur les E majuscules. Donc là, ici, j'ai tapé juste un E majuscule. On peut s'interroger sur le fait de mettre une majuscule. Donc si vous êtes sur Windows, si vous faites Alt et 144, Alt 144, vous aurez un E majuscule. Sinon, si vous connaissez d'autres raccourcis, vous pouvez le faire, hein. Il n'y a aucun souci. Donc là, je viens de le faire moi sur mon ordinateur. Et donc c'est à vous de le trouver. Alors la petite difficulté, c'est que vous ne pouvez pas faire insertion d'un caractère spécial avec un E majuscule, avec un accent. Donc là, il vous faut mémoriser le code qui vous permet de faire un E majuscule avec un accent. Il n'y a pas moyen ici de mettre insertion, caractère spécial et d'aller chercher, comme on l'avait vu dans un précédent TD. Il vous faut connaître le code raccourci pour afficher ce E majuscule, comme moi je viens de le faire au clavier. Donc c'est Alt 144 pour Windows. Voilà. Une fois que vous avez votre aperçu avec votre numérotation automatique qui vous va bien, eh bien vous faites OK. Donc il faut bien regarder l'aperçu avant, hein, voir si tout va bien, si on a bien étape 1, étape 2, étape 3, avec nos petits 2 points. Si ça vous convient, vous appuyez sur le bouton OK. Et donc en appuyant sur le bouton OK, eh bien vous allez voir que du coup, on a le petit 1 qui s'est modifié en étape 1, tout seul. Voilà. Donc là, on a notre numérotation automatique. Alors, comment on voit que c'est une numérotation automatique? Parce que si on sélectionne, si on clique une fois sur étape, admettons, vous allez voir que tout se sélectionne. Donc, le mot étape, le 1 qui va se changer en 1, 2, 3, 4, on va le voir tout à l'heure, et le 2 points, puisqu'on l'avait rajouté dans notre boîte de dialogue. Revenons dans notre sujet. Donc là déjà c'est pas mal puisqu'on a fait notre propre numérotation automatique. Donc ici je vous ai mis dans le sujet, hein, voilà ce que l'on attendait de vous, donc de mettre un style de nombre 1, 2, 3 et ce format de nombre là. Donc ici je vous rappelle, hein, donc pour faire un E majuscule avec un accent, donc il faut faire Alt 144 avec votre clavier. Donc vous penserez aussi à cliquer sur le bouton police afin de mettre le texte de cette numérotation en gras et souligné. Ah tiens, ça c'est quelque chose que j'ai oublié. Validez votre paramétrage pour constater que votre nouvelle numérotation s'est mise en place. Alors on va le faire rapidement. Donc comme tout à l'heure, eh bien, on sélectionne. On va, lorsqu'on veut faire de la modification par exemple, donc là, on voit que dans les numérotations par défaut, vous avez vu, il y a ma numérotation personnalisée qui apparaît. Donc ça voudrait dire que dans un document, on pourrait la faire plusieurs fois, à plein d'autres endroits d'un document. Donc Word la mémorise. On va définir un nouveau format de numérotation. Donc là, on retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que là, juste à côté, vous avez le bouton police qui vous permet de changer un petit peu la police. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus grand, en gras, etc., italique, souligné, etc. Donc là, on nous demandait de mettre en gras et ensuite, on nous demandait de mettre souligné. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez l'aperçu en dessous qui vous permet de voir le rendu visuel de votre police. Et là, on fait OK. Donc là, on voit que du coup, dans l'aperçu, ce qu'on vient de faire dans la mise à jour de la police s'applique. Donc là, on fait OK. Et donc là, on voit que notre étape 1, il est un petit peu plus foncé et il est souligné. Donc normalement, lorsqu'on fera une étape 2, étape 2 s'écrira tout seul. Et il y aura un E avec un accent aigu. Et surtout, il sera en gras et souligné cet élément qui se numérote automatiquement. Et c'est ce que l'on va voir dans la partie qui suit. Donc, afin de vérifier que votre numérotation automatique fonctionne, positionnez votre curseur d'insertion de texte sur le deuxième élément de la préparation et cliquez sur le bouton numérotation. Vous devriez voir la nouvelle numérotation étape 2. Ne faites pas attention pour le moment si les textes à côté des numérotations ne s'alignent pas correctement. Donc, on va juste mettre notre curseur d'insertion de texte sur le deuxième élément de la préparation et cliquer sur notre bouton numérotation. Étant donné que normalement on a fait dans le paragraphe d'avant une certaine numérotation, Word, étant donné qu'il est très intelligent et qu'il veut vous aider,
eh ben, normalement, il devrait mettre ce étape 2 tout de suite. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre, alors je vais faire exprès de ne pas positionner mon curseur d'insertion de texte devant, je vais le mettre sur le paragraphe en plein milieu. Et je vais cliquer sur ma numérotation automatique, donc le bouton que l'on avait sélectionné tout à l'heure pour mettre notre petit 1 que l'on a transformé ensuite en étape 1. Donc là, je ne clique pas sur la liste déroulante, hein. Tout de suite numérotation. Donc là, on voit tout de suite que Word a mis étape 2. Donc là, c'est pas mal. Ça veut dire que notre numérotation de 1, elle fonctionne. Et de 2, on voit que Word, ben, voilà, il a mis en gras, il a mis souligné, il a fait tout bien comme on lui avait dit de faire. Et en plus, il a anticipé, puisqu'il fait la même chose que ce que vous avez fait au paragraphe d'avant. Donc comme je l'ai écrit et comme je vous l'ai dit juste avant, pardon, ne faites pas attention à ces écarts que vous avez, c'est fait exprès. Donc ces écarts-là, si vous les avez, j'ai fait exprès que ça se produise pour vous montrer comment régler ce type de problème par la suite. Donc ne faites pas attention à ces écarts d'espace. Pour l'instant, on met en place notre numérotation automatique et on réglera ce problème un petit peu plus tard. D'accord? Donc ne soyez pas perturbés si vous voyez ce petit écart entre étape 2 ici et le mot préparation que vous avez sur le côté. D'accord? Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc on a notre deuxième élément de préparation. Maintenant, la question qui suit, on nous dit positionnez votre curseur d'insertion de texte sur l'élément préparation du sablé. Et à partir du bouton numérotation, appliquez votre format de numérotation établi durant les questions précédentes. Donc il s'agit ici de l'étape numéro 3 de la recette. Mais votre numérotation, elle va recommencer à 1. Et donc, il faudra indiquer qu'on veut continuer la numérotation. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit comportement qui peut se passer avec les numérotations automatiques. Donc là, par exemple, on nous dit que alors, la préparation du sablé, où elle est la préparation du sablé? Elle est ici. Voilà. Donc la préparation du sablé, c'est notre étape numéro 3, en fait. Donc là, si on fait numérotation, là, Word, il n'est pas très intelligent parce que la numérotation automatique, on l'avait faite à des paragraphes qui sont vraiment tout en haut, qui sont au début de la préparation, hein, juste sous le sous-titre. Vous avez étape 1, étape 2, mais après, vous avez plein de petits paragraphes. Et donc là, à comparer de tout à l'heure, quand on avait cliqué sur notre bouton, bah là, Word, ça va être plus difficile pour lui de savoir vraiment ce que vous voulez faire comme numérotation. Est-ce que c'est la même numérotation que étape 1, 2 pour faire l'étape 3? Ou bien est-ce que c'est une nouvelle numérotation? Word, voilà, là, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Pour lui, en tous les cas, ça va être ambigu. Donc, c'est pas bien grave s'il se trompe. Voilà, mais l'idée, c'est que s'il se trompe, il faut pouvoir lui dire, là, tu t'es trompé. En fait, moi, ce que je voulais, c'était continuer mes étapes. Et donc c'est ce comportement-là que l'on va voir ensemble. Donc on va se positionner sur notre paragraphe préparation du sablé. On va cliquer sur notre bouton numérotation automatique comme tout à l'heure. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Word, il a fait un compromis entre les deux. En fait, il s'est dit, tiens, tout à l'heure, il a utilisé étape 1, 2, donc sûrement qu'il veut refaire cette numérotation-là. Donc on se retrouve avec quelque chose, étape, une numérotation en gras souligné. Donc ça, il l'a mémorisé. Par contre, il se dit, ah oui, mais là, tu es un petit peu plus loin, il y avait des paragraphes vides avant, peut-être que tu as envie de recommencer de nouvelles étapes et repartir à 1. Et en fait, non. Donc en général, quand Word, il y a une ambiguïté, il va vous mettre, et c'est ce qu'on voit là à l'écran, donc on voit juste en dessous à côté de ce que l'on vient de faire, on voit un petit éclair. Et ce petit éclair, c'est pour pouvoir faire quelques modifications. En tout cas, c'est que c'est ambigu pour Word et si c'est ambigu, soit c'était très bien, Word, il fallait qu'il fasse ça et très bien, soit il s'est trompé et il vous dit, voilà, c'est ambigu pour moi, je vous propose de peut-être faire autre chose.
Donc là, ici, nous, ce qu'on voulait faire, c'était pas recommencer la numérotation à 1, on est d'accord. Ici, notre préparation du sablé, c'était l'étape numéro 3. On voulait continuer la numérotation. Donc là, est-ce que Word va nous proposer de continuer cette numérotation? Donc on clique sur la petite liste déroulante, et là on voit qu'il nous dit, est-ce que tu veux continuer la numérotation de tout à l'heure? Donc là, il y a un choix. Soit vous ne le faites pas, et à ce moment-là, on repart à l'étape 1 tel que c'est dans le document, soit vous décidez de reprendre la numérotation de tout à l'heure, et à ce moment-là, il faut lui dire. Donc là, on va reprendre la numérotation de tout à l'heure, et donc ici, on va dire, non, non, en fait, ce que je veux, c'est continuer ma numérotation, et donc je veux passer à l'étape 3. Donc pour faire 1, 2 et maintenant 3. Donc continue cette numérotation-là. Hop. Et donc là, on voit qu'il s'est passé des choses. Donc d'une part, le 1 s'est transformé en 3, puisque je me souviens qu'il y avait 2 étapes précédemment. Et on voit que mon texte s'est un petit peu décalé. Donc voilà, donc Word, en gros, voilà, il vous aide, hein. Vous voyez, par exemple, admettons qu'il avait écrit étape 3. Nous, on aurait pu dire, mais non, en fait, on va recommencer la numérotation, on va repartir à 1. Donc là, Word, il vous dit, est-ce que tu veux recommencer la numérotation? Si je clique ici, je vais avoir écrit étape 1. Donc voilà, il ne peut pas savoir, il ne peut pas être dans notre tête. Donc lui, il sait qu'il peut y avoir différentes alternatives d'édition. Et donc il vous dit, voilà, moi j'ai fait ça, mais sachez que je peux le faire autrement. Recommencer la numérotation ou bien continuer la numérotation si c'est nécessaire. Et il vous le propose. Donc ne négligez pas ce petit éclair, surtout que quand après vous cliquez un petit peu partout et que vous vous en allez du document, eh ben, le petit éclair à un moment donné il disparaît. Donc il ne vous repropose plus parce qu'il se dit si l'utilisateur continue à faire autre chose, c'est que ça lui allait, donc je ne vais plus lui proposer le petit éclair pour revenir en arrière. Donc soyez attentifs avec ce petit éclair qui apparaît pas que pour faire des listes, des numérotations automatiques ou des listes à puces, hein. Il peut apparaître dans d'autres types d'édition, d'autres étapes ou d'autres fonctions d'édition du document. Voilà pour ce comportement-là qui est intéressant à voir. Finalisez votre liste d'étapes pour que votre document comporte les 5 étapes de préparation. Donc au niveau des 5 étapes, je vais vous montrer ici le document. Donc on avait l'étape 1 qui était préchauffer le four. L'étape 2, c'était la préparation de l'écrasé de pommes. L'étape 3, la préparation du sablé, c'est celle qu'on vient de faire. L'étape 4, c'est mettre au four. Et l'étape 5, c'est sortir le crumble du four. Donc on va mettre les 2 étapes restantes. Hop, donc on va aller dans Word. Donc ici, on a 2 paragraphes. Donc on pourrait se mettre sur ce paragraphe et cliquer sur l'élément. Pourquoi pas. On pourrait aussi sélectionner les 2 paragraphes pour appliquer en même temps. Voilà, il y a plein de façons de faire, hein. Donc ici, on va se mettre sur ce paragraphe-là. On va faire la numérotation automatique. Et là, vous voyez, Word, étant donné que vous aviez continué la numérotation avec des paragraphes entre, il se dit, tiens, il veut continuer de faire ça. Donc, vous voyez, voilà, Word, il essaye d'anticiper en fait, hein, il essaye d'être cohérent avec lui-même. Mais bon, vous auriez pu vouloir renuméroter, donc vous avez l'éclair à côté pour, si vous souhaitiez renuméroter, vous pourriez le faire. Pareil ici pour sortir le crumble du four. On va cliquer sur notre bouton numérotation et là on a l'étape numéro 5. Donc vous voyez, c'est pas mal parce que du coup ça numérote automatiquement. La numérotation automatique, elle a plein d'avantages, hein. Un gros avantage, c'est que voilà, si vous avez plein de numérotations à faire, vous ne prenez pas la tête, c'est lui qui numérote automatiquement en fait, hein. D'autres avantages, c'est que si vous effacez une étape en plein milieu, parce que vous jugez qu'elle n'était pas nécessaire, eh ben, il va réajuster les numérotations automatiquement. Admettons que par exemple, j'efface ici le préchauffage du four à 200 degrés, qu'en fait il n'y a plus d'étape 1, que j'efface cet élément-là, de ce point-là de la liste, eh bien l'étape 2 va devenir l'étape 1, l'étape 3 deviendra l'étape 2, et ce décalage va se faire de façon complètement automatique. Et c'est ça l'avantage d'utiliser la numérotation automatique. Les 2 gros avantages, c'est qu'on ne se prend pas la tête au niveau de la numérotation, ça va se faire tout seul, que l'on ajoute des points, que l'on en modifie ou que l'on en supprime. Et l'autre avantage, c'est qu'on a toujours le même format, la même chose pour tous les points. Bon, étape 1, il y a un 2 points, étape 2, il y a un 2 points. Enfin, ça se fait de manière cohérente, en gras, souligné. Tout est homogène au niveau
de la liste. Donc voilà pour les listes, enfin les listes sous forme de numérotation automatique. Donc là, maintenant, on va voir le dernier point de notre séance. Donc il s'agit de la liste à plusieurs niveaux. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une liste à plusieurs niveaux, comment est-ce que on crée une liste à plusieurs niveaux, comment on paramètre ce type de liste-là. Donc comme dans la partie précédente, comme on l'a vu dans la partie précédente, chaque liste peut contenir une sous-liste d'éléments. Donc celle-ci pouvant elle-même contenir une autre sous-liste et ainsi de suite. Donc on a des listes, on a des sous-listes de listes, etc. Donc ces différentes listes et sous-listes forment différents niveaux de détail. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, pour des listes, sous-listes, sous-sous-listes, et on peut aller très loin comme ça. Et ces niveaux, chacun d'entre eux peut être configuré avec une numérotation ou bien une puce spécifique. Donc c'est ce que nous pouvons voir dans la préparation de la recette, que je vais remontrer là tout à l'heure. Donc par exemple, dans l'étape 2, pour l'écrasé de pommes, il y a une série de 4 tâches à effectuer. Et pour la troisième tâche, faire chauffer à feu moyen la casserole, eh bien, il y a 4 points à suivre. C'est là où on va voir nos listes, nos sous-listes et nos sous-sous-listes, donc ces listes à plusieurs niveaux. Donc pour configurer toutes ces listes, c'est justement ce concept-là de liste à plusieurs niveaux qu'il faudra spécifier, paramétrer et appliquer pour que ça fonctionne correctement dans notre document. Donc regardez, je vous montre donc la recette. Je vais l'afficher devant vous. Ici. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu plus grand pour que vous voyez bien. Donc par exemple, dans l'étape 2, ici, de notre crumble, donc on a étape 1, 2, 3, 4, 5, ça, ce sont le premier niveau de la liste. Ce sont des éléments sur le premier niveau de la liste. Au niveau de l'étape 2, on va avoir une sous-liste numérotée A, B, C, D. Comme d'ailleurs pour l'étape 3, on remarque une sous-liste A, B, C, D, pareil. Donc cette sous-liste A, B, C, D, eh bien, c'est un niveau 2, donc c'est un niveau supérieur, une sous-liste. Et on peut voir dans un des points de cette sous-liste, donc le point étape 2, petit c, on peut voir une sous-sous-liste avec des petites flèches avec des croix à l'intérieur. Faire chauffer à feu moyen la casserole, et on nous donne tout un tas d'étapes à faire. Couvrir avec un couvercle, remuer de temps en temps, ajouter le sucre, écraser en petits morceaux les pommes avec une fourchette. Voilà, il y a ces sous-points. Donc ces sous-points, cette petite flèche avec la croix, c'est un niveau 3. Donc on voit qu'on a un niveau 1 qui correspond au premier point de la liste, des sous-points à un niveau 2, des sous-sous-points à un niveau 3, et on pourrait continuer comme ça sur tout un tas de niveaux. Donc retenez qu'à chaque niveau, on a une certaine numérotation ou un certain nombre de symboles. Par exemple ici au niveau 1, on a étape 1, étape 2, étape 3, on a une numérotation avec une personnalisation, le mot étape devant et le mot 2 points derrière. Pour le niveau 2, les sous-points de la liste, on a une numérotation automatique en A, B, C, D, donc une numérotation alphabétique en minuscules avec une petite parenthèse fermante. Et en niveau 3, c'est-à-dire la sous-sous-liste, eh bien, on a un symbole. Donc ce n'est pas forcément toujours des numérotations automatiques. On a un symbole ici qui se répète, une flèche avec une croix à l'intérieur. Donc ça s'appelle justement une liste avec plusieurs niveaux. Là, on a une liste avec 3 niveaux de profondeur, finalement. Et pour chacun des niveaux, eh bien, on peut personnaliser ce que l'on veut faire. Et c'est bien de le faire parce que, imaginez par exemple, à l'étape 3, eh bien, vous voyez bien que je récupère les mêmes sous-listes ou formes de sous-listes que dans l'étape 2. Et si dans l'étape 3, je voulais détailler, par exemple, couper le beurre en gros morceaux, imaginons que je voulais détailler ce sous-point-là avec une sous-sous-liste, eh bien, on aimerait pouvoir récupérer nos petites flèches avec nos croix à l'intérieur.
Donc tout ça, ça se définit, ça se prépare afin que justement on ait quelque chose d'homogène, quelque chose de cohérent entre tous les points, sous-points et sous-sous-points, quels que soient les endroits de la liste où on se trouve. Donc c'est justement ce que l'on va essayer de faire avec ce concept de liste à plusieurs niveaux. Voilà. Donc là, on va descendre dans le sujet. Hop. Voilà, la liste à plusieurs niveaux. Ici. Voilà. Je vais mettre en grand pour que vous voyez bien. Donc, faisons cette liste à plusieurs niveaux. Donc, votre curseur d'insertion de texte, on va le positionner sur l'étape 2 de notre recette et on va cliquer sur le bouton liste à plusieurs niveaux. Alors, il est où ce bouton? Vous avez bien compris, on a fait les listes à puces avec le bouton avec des ronds, on a fait numérotation automatique avec un 1, 2, 3, ce petit bouton qu'il y avait dans le ruban accueil. Juste à côté, il va y avoir le dernier bouton à voir ensemble et c'est justement comment on crée une liste à plusieurs niveaux. Donc c'est le bouton que vous voyez sur le sujet là, juste après ce petit bout de texte. Donc on va cliquer sur ce bouton-là et on va choisir l'option définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que en fait, par défaut, Word, il ne peut pas savoir quel symbole vous voulez utiliser au niveau 1, lequel au niveau 2, lequel au niveau 3, lequel au niveau 4, quel symbole vous allez utiliser dans vos listes, vos sous-listes, vos sous-sous-listes, vos sous-sous-sous-listes. Il ne peut pas tout anticiper. Pour autant, vous voulez pouvoir déjà tout paramétrer à l'avance parce que vous savez ce que vous voulez. Et quand vous créerez vos sous-points ou sous-sous-points, grâce à la touche tabulation qu'on a vu tout à l'heure, ou bien au bouton augmenter le retrait qu'on a aussi vu tout à l'heure, vous voulez que ce soit votre symbole, le bon symbole qui s'affiche. Parce que si vous ne paramétrez pas vos puces ou vos numéros des différents niveaux de la liste, il va vous mettre n'importe quoi. Donc après oui, vous me direz, vous pourriez le changer, certes, mais autant le faire une fois, le paramétrer une fois pour toutes, et du coup que ça s'applique à tous les éléments de la liste, quels qu'ils soient. Donc c'est justement ce que l'on va faire ensemble. Donc on vous disait, on vous avait dit dans le texte de sélectionner, positionner votre curseur d'insertion de texte sur l'étape 2. Donc on est ici, voilà, sur l'étape 2. Donc vous voyez d'ailleurs, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, que lorsqu'on clique sur étape 2, toutes les autres étapes se sélectionnent. Parce que je pourrais très bien changer les éléments de ce niveau-là en un coup, comme on l'avait fait pour la puce tout à l'heure. Donc on va cliquer sur le bouton liste à plusieurs niveaux. Donc, il est dans le ruban, donc c'est l'élément qui se trouve juste ici. Donc dans le ruban accueil, vous aviez le bouton puce, vous aviez le bouton numérotation automatique et là vous avez le bouton liste à plusieurs niveaux. Donc là, on va sélectionner la petite liste déroulante et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des listes à plusieurs niveaux qui sont proposées par défaut. Par exemple, on a 1, A, I, voilà, donc numérotation avec des nombres pour un premier niveau. Pour une sous-liste, on aurait des ABCD. Et puis pour une sous-sous-liste, on aurait une numérotation en chiffres romains. Bon, voilà, ça ne nous plaît pas. Celle-là, elle ne nous plaît pas. On pourrait avoir des numérotations comme ceci, pour faire un 1, 1 point, 1 point, 1 point, voilà, faire tout en nombre. Voilà, on peut imaginer différents types de listes à plusieurs niveaux. Hein. Vous voyez, il y en a plein qui sont proposés. Alors souvent pour les rapports, vous utilisez celle-ci, grand 1, grand 1.a, grand 1.b, grand 1.c, etc., etc. Donc ça c'est bien pour les titres, sous-titres, quand on fait un rapport de stage. Mais il n'y a pas celle que nous voulons. Nous n'avons pas ici dans nos propositions étape 1, et puis ensuite un ABCD avec une parenthèse fermante, et puis ensuite une petite puce pour le niveau 3. Pour nos sous-sous-points, on aurait une petite flèche avec une croix à l'intérieur. Donc on va définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, puisque celles-ci ne me conviennent pas. Enfin, ces propositions-là ne me conviennent pas.
Et lorsqu'on va cliquer sur définir une liste à plusieurs niveaux, on va avoir une boîte de dialogue qui va apparaître à l'écran. Donc cette boîte de dialogue, elle nous permet de configurer jusqu'à 9 niveaux de sous-points. Donc là, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, et on peut aller comme ça jusqu'à 9. Alors en général, on ne va pas jusqu'à 9. À la limite, on va aller jusqu'à 3, 4, et ça va s'arrêter là. Mais par défaut, dans une liste à plusieurs niveaux, ça va jusqu'à 9. Donc le premier niveau ici, c'est étape 2. Alors pourquoi étape 2? Il a écrit étape 2 parce qu'en fait, on avait sélectionné étape 2, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il présente étape 2. Donc on va configurer cette boîte de dialogue. Alors c'est vrai que par rapport au sujet, vous voyez que la boîte de dialogue qui est ici est beaucoup plus grande, celle qui est ici, qui vous est présentée, juste à côté de moi, que celle que vous avez sur Word. Voilà, c'est pas du tout beaucoup plus petite. Alors tout simplement parce que par défaut, Word ne vous propose pas toutes les options de cette boîte. Il en propose que certaines. Et c'est un défaut, d'ailleurs, du coup, cet affichage par défaut, parce qu'on va avoir besoin de tout voir dans cette boîte de dialogue. Donc pour pouvoir voir tous les éléments, il faut cliquer sur le petit bouton plus que vous voyez apparaître en bas à gauche de cette boîte de dialogue. Donc si vous cliquez sur ce bouton plus qui se trouve en bas à gauche, là vous allez avoir exactement la même boîte de dialogue que dans le sujet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il y a beaucoup plus de listes déroulantes, beaucoup plus de paramétrage. Donc ça c'est la première chose. Donc la boîte de dialogue apparaît et il est nécessaire de cliquer sur le bouton plus afin de consulter tous les paramétrages. Ça c'est ce que l'on vient de faire. Donc normalement vous devriez voir apparaître cette boîte. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a nos 9 niveaux de liste et sous-listes qui peuvent être paramétrés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller cliquer sur le niveau sur la gauche, là de 1 à 9, eh bien on va pouvoir personnaliser ce qu'on a envie de faire sur chacun des niveaux. Donc, dans notre cas, on ne configurera que 3 niveaux de liste. Donc on configurera le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et les niveaux 4, 5, 6, 7, 8, 9, on ne va pas le toucher puisqu'on sait d'avance qu'en fait on a des points, des sous-points, des sous-sous-points et on ne va pas au-delà en niveau de profondeur. Bien entendu que après vous, si vous avez d'autres niveaux, voilà, vous pourrez le faire une fois que vous aurez pris en main cette boîte de dialogue, il n'y a aucun souci. Vous pourrez le faire, vous, de votre côté. Mais nous, on va s'arrêter à 3 niveaux de liste. Donc, le niveau 1, il correspond aux étapes que nous avons déjà configurées. Donc ça marche. Étape 1, étape 2, étape 3, ça fonctionne. Donc, on ne va pas le toucher. Donc, il n'est donc pas nécessaire de modifier ce niveau. Par contre, le niveau 2, il correspond aux tâches de la préparation de l'écrasé de pommes. Et on a vu que ces tâches-là, elles étaient numérotées à l'aide de lettres alphabétiques ABCD avec une parenthèse fermante. Donc ce que l'on va faire, on va aller sélectionner le chiffre 2 pour aller sélectionner le deuxième niveau à configurer, puisque là, dans notre boîte de dialogue, c'est le numéro 1 qui est sélectionné. Donc si on faisait des modifications, ça modifierait justement étape 2, étape 3, étape 4, ça le modifierait en fait. Donc nous, on ne veut pas le toucher. Par contre, pour modifier le niveau 2, et puis plus tard on modifiera le niveau 3, il faut cliquer dans cette liste le bon numéro du bon niveau pour pouvoir justement le paramétrer. Donc on va sélectionner ce chiffre 2, donc dans la liste en haut à gauche de la boîte de dialogue, pour modifier le second niveau, et on va appliquer le style ABC. Par contre, ce qu'on voudra, c'est que notre liste, elle s'affiche avec un ABC avec une parenthèse fermante, pas avec un point sur le côté. Donc on va justement le faire. Par contre, une fois qu'on aura modifié, on ne cliquera pas tout de suite sur le bouton OK parce qu'on se permettra de faire le niveau 3 tout de suite avec notre petite puce ici.
C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire, on va tout configurer dès le départ. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire le niveau 2, le modifier, regarder ce que ça fait dans le document, et puis ensuite y revenir dessus pour faire le niveau 3. Bon, ça fait beaucoup d'étapes. Normalement, quand on fait des listes à plusieurs niveaux, on la configure une première fois pour toutes, et ensuite on l'applique à notre document. Et c'est justement ce que l'on va faire ensemble. Donc, on est sur notre boîte de dialogue. On a dit que le niveau 1, on ne le touchait pas. Donc, on ne touche pas. On clique sur le niveau 2. On voit que le style pour ce nombre, c'est ABCD. Bon, bah ça nous convient bien. C'est ce que l'on voulait. Des ABCD en lettres minuscules. Par contre, ce qui ne va pas, c'est le petit point là qu'il y a sur le côté. Nous, ce qu'on veut, c'est une parenthèse fermante. Donc, on va supprimer le petit point. Attention, ne supprimez pas le A en partie grisée, puisque si vous supprimez ce A en partie grisée, vous supprimez la numérotation automatique. Donc, je vais le faire pour que vous voyez un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si je supprime cet élément-là, vous voyez que le style de nombre pour ce niveau s'est passé à aucune, et que dans l'aperçu, il n'y a plus de numérotation automatique. Donc si par mégarde vous avez effacé votre numérotation automatique, vous pouvez la remettre en resélectionnant ABC. Il ne faut pas effacer ce A ici qui est en partie grisé puisque c'est ce qui se modifie en A, B, C, D. C'est pour vous montrer que ça va se modifier. Donc il ne faut pas le supprimer. C'était comme tout à l'heure avec étape 1, 2, 3, 4, le 1 qui était grisé. C'était la même chose. Donc je vais ajouter une parenthèse fermante juste derrière pour que derrière toutes nos lettres alphabétiques, eh bien, on ait des parenthèses fermantes. Voilà. Alors ensuite, on ne clique pas sur le bouton OK. On va aller configurer tout de suite le niveau 3. Donc au niveau du niveau 3, donc là on a une numérotation en chiffres romains. Là, ça ne nous plaît pas. Voilà, on ne veut pas cette numérotation-là. Nous, on veut une puce avec la petite flèche et la croix à l'intérieur. Donc ici, si vous balayez la liste, vous allez voir que vous n'allez pas trouver ce symbole. On voit qu'il y a d'autres puces, on voit qu'il y a la flèche, voilà, qui a été mémorisée, le rond, etc. Et c'est tout, quoi. On voit pas notre petite flèche avec la croix dedans. Donc il faut aller définir une nouvelle puce. Donc tout en bas de cette liste, vous avez une nouvelle puce ici qui vous est proposée. Et quand vous faites nouvelle puce, eh bien vous tombez sur la boîte qui permet d'insérer des caractères spéciaux que l'on connaît déjà. Il faut se mettre dans la police Wingdings pour aller chercher notre symbole qui se trouve juste ici dans l'ensemble des symboles qui sont proposés dans cette police. Une fois que vous avez trouvé votre symbole et que vous faites OK, eh bien, il va vous être proposé dans la liste et on le voit apparaître dans l'aperçu. Donc là, on a fini de configurer notre liste à plusieurs niveaux. On a en niveau 1, en niveau principal, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. En sous-liste, en niveau 2, on a A, B, C, D, E, F avec la parenthèse fermante. Et en niveau 3, en sous-sous-liste, on a nos petites puces avec nos flèches et nos petites croix. Donc là, on a fini de configurer notre liste à plusieurs niveaux. Voilà, on s'arrête là et c'est très bien. Donc une fois qu'on a fini, eh bien, on va cliquer sur OK. Voilà. Rien ne se passe. Mais tout a été mémorisé par Word. Et c'est ce qu'on va voir justement dans les questions qui suivent. Donc pour appliquer votre liste à plusieurs niveaux, on va positionner notre curseur d'insertion de texte sur le texte épluché et on va cliquer sur le bouton liste à plusieurs niveaux du ruban et sélectionner notre liste que nous avons définie préalablement et que l'on devrait retrouver dans les propositions. Voilà, et on verra un petit peu qu'est-ce qui s'affiche quand on sélectionne. Hop, donc on va se mettre devant, même sur, on n'est pas obligé de se mettre devant, ça s'applique au paragraphe. Donc on va se mettre sur le texte épluché et on va cliquer sur la liste à plusieurs niveaux. Donc avec la liste déroulante. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que
il y a notre liste à plusieurs niveaux que l'on a définie juste avant qui a été mémorisée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il n'y avait pas cette liste. Donc là, maintenant qu'on a validé, Word, il se souvient qu'on veut faire une étape 1, 2, 3, il se souvient qu'on va faire un A, B, C, D, il se souvient qu'en sous-liste, il y a des petits symboles, une flèche avec une croix à l'intérieur. Donc il s'en souvient. Donc on va aller sélectionner cet élément-là, c'est-à-dire celui-ci. Alors le reste, les autres niveaux, on ne les a pas changés, donc c'est normal qu'ils proposent n'importe quoi. Mais les 3 premiers niveaux, c'est ceux que l'on a configurés. Donc on va aller sélectionner cette liste. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il a mis étape 3. Ah, alors déjà, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que quand on applique la liste à plusieurs niveaux, sur un paragraphe qui était un simple paragraphe, on applique le niveau 1, ce qui est plutôt logique. Notre niveau 1 ayant déjà été appliqué dans les paragraphes précédents, eh bien, il a mis étape 3. Parce qu'on avait mis étape 1, étape 2, donc on se doute que le paragraphe d'après, ça va être étape 3. Si on est à une numérotation à un niveau 1. Et on voit d'ailleurs qu'il a décalé les autres étapes, puisqu'on voit étape 4, étape 5, étape 6 maintenant, alors qu'on avait 5 étapes. Donc là, ici, eh ben, il fait quand même correctement les choses. Mais en fait, ce que l'on voudrait, c'est changer de niveau. En fait, on voudrait que ce éplucher et couper toutes les pommes en gros morceaux, ben finalement, c'est un sous-point de l'écrasé de pommes, de l'étape 2. Ce n'est pas une nouvelle étape. Donc comment faire pour changer de niveau? Eh bien, ça, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est ce qui est écrit dans le sujet. Cliquez sur le bouton augmenter le retrait du ruban afin que votre texte soit considéré comme un élément de niveau 2. Constatez que la numérotation est bien celle que vous aviez spécifiée, c'est-à-dire A avec une parenthèse fermante. Donc tout ce que l'on avait vu tout à l'heure, eh bien, on peut le refaire. Donc là, ici, si on est sur éplucher, et couper, etc., et qu'on dit que, ah ben non, finalement, ça, c'est pas la suite des étapes, c'est un sous-point de l'étape numéro 2. Donc on va aller faire augmenter le retrait, comme tout à l'heure. Et donc là, ici, on a un A avec une parenthèse fermante. Et donc là, on a nos sous-points. Donc on voit que ici, ce qu'on a vu tout à l'heure sur augmenter le retrait, bah, ça permet de changer les niveaux, faire des sous-points, mais étant donné qu'on a fait une liste à plusieurs niveaux, qu'on a paramétré correctement pour savoir ce que l'on voulait au niveau 2, au niveau 3, et bien du coup, on a en apparition ce que l'on a voulu paramétrer. Voilà, on voit à l'écran ce qu'on a voulu paramétrer. Répétez l'opération précédente pour tous les autres éléments contenus dans l'étape 2 du document, que ce soit ceux de niveau 2, mais aussi ceux de niveau 3. Faites de même pour l'étape 3 qui concerne la préparation du sablé. Allez, donc on va le faire de plein de façons différentes, histoire de vous montrer les choses. Alors, on pourrait refaire comme tout à l'heure. Donc là, on peut se mettre tous les morceaux de pommes dans une casserole avec un peu d'eau. Donc ça, par exemple, c'est un sous-point. Donc il faudrait que ce soit un petit b. Donc là, on peut faire comme tout à l'heure, la liste à plusieurs niveaux, cliquer sur notre liste à plusieurs niveaux. Donc là, il va faire étape 3, augmenter le retrait pour dire que c'est un sous-point. Voilà, donc vous avez vu, il y a plein de manipulations, c'est un peu long. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, on peut, si on veut, refaire monter dans le paragraphe d'avant, faire chauffer un peu d'eau, faire chauffer à feu moyen, pardon, juste à côté d'une casserole avec un peu d'eau, on le refait monter. Donc là, du coup, on a un paragraphe de 2 phrases, on l'a fait remonter au paragraphe d'avant, et là, on pourrait faire la touche entrée. Quand vous faites la touche entrée changement de paragraphe alors que vous êtes dans un sous-point, eh bien, on reste dans ce sous-point. Donc là, on a un petit C qui apparaît. Ça vous évite d'aller dans le menu, de cliquer sur liste à plusieurs niveaux, etc., etc. Ça va plus vite. Ici, dans le petit C, on a plusieurs sous-points. Donc là, ici, on pourrait refaire pareil. Remonter sur le paragraphe précédent et faire entrer. Donc là, on a un petit D. Sauf que là, ici, ce n'est pas un petit D. C'est un sous-sous-point. C'est une sous-liste de faire chauffer à feu moyen la casserole. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc du coup, il faut l'expliquer. Ce n'est pas un petit D ici. C'est un sous-sous-point. Donc là, on peut augmenter le retrait. Et normalement, on devrait voir apparaître notre puce. Donc là, on voit les 3 niveaux que l'on avait configurés ensemble. Si on remonte le paragraphe juste après, au niveau du paragraphe juste avant, et qu'ensuite on fait entrer,
Donc vous voyez que maintenant on est à un niveau 3, voilà, on reste dans notre sous-sous-liste. Voilà, donc après, voilà, il y a plein de façons de faire, hein. Donc là, ajouter le sucre, ben, on peut remonter, faire rentrer. Euh, alors je ne sais plus le petit C combien il avait de sous-points. Euh, ajouter le sucre avec une fourchette écrasée en petits morceaux et c'est verser l'écrasé qui est un petit dé. D'accord. Donc, excusez-moi, je vais revenir sur le document Word. Donc là, ici, ajouter le sucre dans la casserole, ça c'est bon. Avec une fourchette, ça on peut le remonter. Voilà. Ensuite, verser l'écrasé de pommes. Donc ça, c'est la même chose. Et donc là, par contre, pour revenir à un niveau précédent, eh bien là, on va diminuer le retrait. Donc c'est utiliser la petite flèche vers la gauche. Voilà, qui est dans le ruban. Et là, si vous cliquez, hop, on va se retrouver avec un petit dé. Alors ensuite, bah, pour les éléments du dessous, couper le beurre, mettre le beurre, etc. Tous ces éléments-là, là, c'est une sous-liste hein, en A, B, C, D. Donc là, on peut très bien tout sélectionner, les 4 paragraphes, pour vous montrer qu'on peut aller plus vite. Dire qu'on veut faire bah, notre liste à plusieurs niveaux. Hop, donc là, on a beaucoup d'étapes. Augmenter le retrait. Non, pardon. On va pas augmenter le retrait. Étape 1, 2, 3. Et une fois qu'on est là-dessus, on va faire la sous-liste. Hop, voilà. Et ici, on augmente le retrait. Tiens, c'est bizarre mon retrait. Il le décale, mais il ne change pas le numéro. Tiens, c'est rigolo ça. Étape 1, si on augmente le retrait. Ah, mais je pense que j'ai oublié de mettre l'éclair. Excusez-moi. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. J'ai été gourmand, j'ai voulu aller trop vite. Donc là, j'avais sélectionné tous mes paragraphes. Je fais ma liste à plusieurs niveaux. Ah ben il a oublié. Voilà, donc il a oublié, super. Donc on va se mettre devant couper le beurre en morceaux. Ah d'accord, ouais. J'ai fait quelque chose de pas bien. Bon, c'est pas bien. Vous me direz, c'est pas bien grave. Étape 3, étape 2. Alors, tiens, on pourrait faire quelque chose. Ça m'y fait penser. Si, admettons, comme on voit là, vous avez perdu votre liste. C'est ce qui me vient de m'arriver parce que je suis allé trop vite. Et en plus, ce que j'ai fait n'a pas marché. Ce qu'on a fait tout à l'heure en remontant le paragraphe, vous pouvez le remonter. On le remonte au paragraphe d'avant, on peut faire entrer. Voilà. Et donc maintenant, on peut augmenter le retrait. Donc si on augmente le retrait avec la petite flèche, hop, il va se souvenir que c'est le même que ceux du dessus. On peut faire pareil avec le reste. Voilà, B, C et D. Voilà, donc vous voyez, je me suis rattrapé au final. Merci Word. Donc maintenant qu'on a fini nos listes à plusieurs niveaux, enfin on les a bien ajoutées partout, donc vous devriez avoir voilà, 5 étapes, 4 sous-points dans l'étape 2, 4 sous-points dans l'étape 3 et 4 petits symboles pour faire chauffer à feu moyen la casserole. Vous avez 4 petits symboles qui devraient s'afficher. Donc votre document doit dorénavant ressembler de plus en plus à celui présenté dans la page 1, donc de plus en plus finalement à la capture d'écran que je vous avais montré au tout début de la séquence. Néanmoins, votre texte peut parfois être peu ou très éloigné de certaines puces. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ici. Donc vous voyez, on voit couvrir avec une casserole, on voit le texte est très loin, l'étape 1 et 2, on voit préchauffer le four à côté de l'étape 1 et préparation de l'écrasé de pommes qui est beaucoup plus loin. Voilà, quoi. Il y a des écarts ici qui sont un peu bizarres que l'on va régler. Mais je vous avais dit tout à l'heure voilà, que ça ne vous choque pas, de ne pas être perturbé de ces petits écarts.
Donc on va afficher les caractères non imprimables du document et on va regarder pourquoi est-ce qu'il y a ces écarts-là. Et notamment quels caractères non imprimables s'affichent juste après vos puces et vos numérotations. Alors on va regarder ça. On va afficher les caractères non imprimables. Donc on voit tout un tas de paragraphes, mais surtout on voit une petite flèche entre nos numérotations automatiques ou nos puces et le texte qui se trouve juste après. On voit donc des tabulations. Ces petites flèches, ce sont les tabulations. Donc finalement, Word, ce qu'on constate, c'est que à chaque fois qu'il fait une puce ou un numéro, eh bien, il fait une tabulation juste derrière. Et ça va poser problème. Parce que en fonction de la taille de la puce ou du numéro, ou de la numérotation automatique que vous allez faire, eh bien, la tabulation, parfois, elle va mal jouer son rôle. Et ça, on l'avait vu notamment au TD précédent sur les taquets de tabulation. Donc là, les taquets de tabulation et les tabulations, c'est des choses que l'on va pouvoir se servir pour pouvoir aligner correctement nos textes à côté de nos puces et de nos numéros. Donc parfois ça marche bien et parfois ça marche pas très bien. Donc justement les taquets de tabulation ou la gestion des tabulations, ça va correctement, ça va nous permettre peut-être de régler tout un tas de soucis. Et le TD précédent là-dessus va nous aider puisque c'est quelque chose normalement maintenant vous devriez connaître et maîtriser de plus en plus. Donc il est tout à fait possible de modifier ce caractère non imprimable, donc c'est ce qu'on va faire à la question 23, ou bien d'ajouter automatiquement un taquet de tabulation pour affiner la position d'un texte. C'est ce qu'on verra à la question 24. Donc les deux questions qui suivent, justement, elles vont nous permettre de faire ces ajustements-là, et en même temps, et c'est ça qui est génial, c'est que ça va nous permettre de faire une révision par rapport à ce que l'on a vu la dernière fois. Donc sélectionnez une de vos puces de niveau 3, c'est-à-dire la petite flèche avec la croix à l'intérieur, puis cliquez sur le bouton liste à plusieurs niveaux du ruban. Alors on fait ça parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir modifier des éléments d'une liste à plusieurs niveaux, il faudra sélectionner l'une des puces et ça modifiera tous les niveaux de toutes les listes. Donc pour modifier votre paramétrage, vous devez sélectionner l'option définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Alors ça ne recrée pas en fait une liste à plusieurs niveaux, ça la modifie simplement. Surtout si vous faites des ajustements à la marge. Donc pour le niveau 3, on va indiquer que en fait, on ne veut pas du tout de tabulation. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit espace après la numérotation, tout simplement. Donc indiquer dans la liste de relance prévue à cet effet qu'un espace doit suivre le numéro plutôt qu'une tabulation. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors, je vais volontairement laisser les caractères non imprimables affichés. Donc on vous a dit il faut sélectionner une des puces de niveau 3. Voilà, bon, j'ai sélectionné la première. On va aller modifier notre liste à plusieurs niveaux. Donc il faut aller sélectionner liste à plusieurs niveaux avec la petite liste déroulante et faire définir une liste à plusieurs niveaux pour modifier. Voilà. Donc là, on est positionné sur le niveau 3 parce qu'on avait sélectionné nos puces de niveau 3. Et donc, tout à l'heure, souvenez-vous, il y avait ceci, une boîte petite. Et on avait cliqué sur le bouton plus. Et justement, dans ces éléments supplémentaires, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et notamment configurer qu'est-ce qui se passe après cette numérotation ou après l'insertion d'un symbole. Donc, vous devriez voir normalement au niveau de la position des puces, sur le côté droit de la boîte de dialogue, que cette puce, par défaut, elle est suivie d'une tabulation. On pourrait décider que cette puce soit suivie d'un espace, ou que cette puce soit suivie de rien du tout, c'est-à-dire que le texte soit collé contre cette puce-là. Donc nous, on ne veut pas que le texte soit collé contre la puce, donc on va mettre un petit espace. Donc là, si on fait ça, eh bien, nos tabulations qui éloignaient le texte par rapport à la puce, du coup, elles vont se supprimer et il va y avoir des espaces après toutes nos flèches avec la petite croix à l'intérieur. Ce qui fait que le texte sera beaucoup plus rapproché que ce que l'on avait tout à l'heure. Donc on va faire, alors il faut bien sélectionner espace ici, il faut bien vérifier que vous êtes sur le niveau 3, par rapport à l'aperçu, vos lignes à côté du symbole doivent être dans un noir un peu foncé. Donc vous êtes en niveau 3, vous faites suivre le numéro de espace et vous faites OK.
Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que vos tabulations au niveau du niveau 3, elles ont disparu. Et vous voyez du coup que votre texte est parfaitement aligné puisque la puce a toujours la même taille. On l'a fait suivre d'un petit espace pour ne pas coller le texte. Et donc ici, couvrir avec un couvercle, remuer de temps en temps, ajouter le sucre et avec une fourchette écraser en petits morceaux les pommes. Bon, ben, du coup, vous voyez que ce texte-là est parfaitement aligné puisque la puce a la même taille, donc du coup, il n'y aura pas d'écart. Donc on peut tout à fait paramétrer ce qui se passe après la puce ou la numérotation automatique grâce à cette boîte de dialogue. Donc là, on met un espace et ça marche très bien. Et vous voyez que les tabulations pour les autres numérotations automatiques, elles sont toujours là. Elles ont été préservées puisqu'on a modifié que le niveau 3. Donc maintenant, on va voir la question 24. Sélectionnez une de vos étapes de niveau 1, puis cliquez sur le bouton liste à plusieurs niveaux du ruban. Donc là, on va continuer la modification de notre liste à plusieurs niveaux. Nous laisserons la tabulation après la numérotation. Donc là, on va laisser la tabulation, mais par contre, on va ajouter un taquet de tabulation automatique pour que le texte qui se trouve à côté de cette numérotation étape 1, 2, 3, 4, 5 soit toujours aligné à 3,75 cm. Donc là, l'idée, pour vous montrer, si vous regardez le document, ici au niveau de l'étape 1, vous avez une tabulation ici en fait. Ici, il y a une tabulation, on ne la voit pas, mais elle est toute petite. Il y a une tabulation entre ce étape 1 et préchauffer le four. Et dans l'étape 2, on voit bien cette tabulation ici qui est affichée après étape 2. Là, l'écart est beaucoup plus grand. Pourquoi on voit ça? Tout simplement parce que étape 1 ici est beaucoup plus court que étape 2, qui sera beaucoup plus... étape 1, il est plus court que étape 2, et étape 2 est encore plus court que étape 4, admettons, qui est juste en dessous. Et donc la tabulation, là, elle va se réduire, plus ou moins se réduire en fonction de ce texte qui se trouve juste avant. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, si je mettais un taquet de tabulation à 3,75, ce qui correspondrait à peu près à là où se trouve là mon curseur d'insertion de texte, ça serait bien que tous les textes qui se trouvent après étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, ils tapent à 3,75 cm ici, et qu'ils soient tous alignés, ce qui n'est pas le cas là, dans mon document. Puisque préchauffer le four, il est avant, voilà, donc c'est pas calé correctement. Et puis en plus, je peux le positionner où moi, j'ai envie, moi, de le mettre. Parce que je peux le mettre 3,75, je peux vouloir mettre le texte à 3 cm, c'est moi qui décide. Alors que là, actuellement, c'est la tabulation qui le décide. La tabulation par défaut. Donc, finalement, on va pouvoir réutiliser nos taquets de tabulation et dire que on voudrait que le texte bute à gauche à 3,75 cm quand on a fait cette numérotation automatique et la tabulation juste après. Alors là, pour le coup, c'est pas à vous d'aller sélectionner juste ici, d'aller sélectionner le petit taquet qui va bien, le positionner, etc. Non, la liste à plusieurs niveaux, c'est elle qui va le faire pour vous. Donc constatez que déjà sur ma règle, je n'ai aucun taquet de tabulation. Constatez ici, je n'ai aucun taquet de tabulation sur les paragraphes. Donc je vais me mettre sur étape 1 pour modifier ma liste à plusieurs niveaux, donc de l'étape 1 jusqu'en bas. Et pour modifier la liste à plusieurs niveaux, comme tout à l'heure, je vais sélectionner liste à plusieurs niveaux, définir une liste à plusieurs niveaux. Ensuite, donc là je suis sur le niveau 1, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais faire suivre le numéro d'une tabulation, c'est ce qui se faisait par défaut. Par contre, je vais ajouter, donc là il y a une case à cocher, qui n'est pas cochée par défaut, mais que l'on va cocher, ajouter un taquet de tabulation, et on va le mettre à 3,75 cm. 3,75 cm. Donc, lorsqu'on écrit étape 1, 2, 3, on veut une tabulation juste après, et on veut qu'il y ait un taquet positionné à 3,75 cm pour que justement le texte bute au niveau de ce taquet-là pour toutes les numérotations. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on va faire OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que préchauffer le four, c'est avancé.
Alors, on peut effacer, là il y a un espace hein, qu'on peut effacer. Là, on pouvait effacer, il y avait un petit truc que j'avais tapé. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, maintenant, sur nos paragraphes de étape 1, étape 2, étape 3, ben, vous voyez le taquet de tabulation gauche à 3,75 cm qui s'est positionné automatiquement. Il n'est pas sur les autres. Hein. Regardez, là, il n'y a pas de taquet au niveau des autres points de la sous-sous-liste ou de la sous-liste. Mais par contre, on a configuré notre niveau 1 avec un taquet à 3,75, eh ben, il se positionne. Et étant donné que la tabulation, on lui a fait mettre cette tabulation juste après la numérotation, eh bien, le curseur d'insertion de texte, après cette tabulation, bute au taquet. Et ici, il n'y a que des taquets gauches. Hein. On ne peut pas faire des taquets droits ou des taquets centrés ou des taquets décimaux. Là, ça n'a de sens avec la numérotation que de mettre des taquets gauches. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une simple petite case à cocher. Donc là, ici, si vous regardez bien, au niveau 1, tout notre texte est aligné parfaitement. Donc préchauffer le four, préparer l'écrasé de pommes, mettre au four, sortez le crumble. Tout ça est parfaitement aligné à 3,75. On n'a plus nos petits décalages de tout à l'heure. Donc voilà au niveau de la recette qui doit commencer normalement à prendre forme. Regardez, là si je me mets un zoom un petit peu plus grand, voilà, on a quelque chose qui commence à avoir de la gueule. Voilà. Donc revenons dans notre sujet. Donc il ne reste plus qu'à espacer les paragraphes entre eux afin que votre document soit agréable à lire. Bah oui, parce que là c'est un peu tout tassé. Hein. Quand on regarde, là tout est empâté. Donc ça serait bien que ce soit un petit peu espacé. Voilà, parce on a de la place là. Hein. Regardez si je mets en zoom un petit peu plus large. On a quand même pas mal de place. On peut aérer. Et il ne faut certainement pas faire entrer pour aérer les éléments, hein, comme on l'a dit déjà dans des séances précédentes. Donc on va arriver sur les dernières questions du sujet. Donc sélectionnez tout le texte de la partie préparation, c'est-à-dire de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5, et ajoutez un espacement après les paragraphes de 6 points. Donc vous devriez constater que seul le texte bonne dégustation se déplace et que les étapes intermédiaires ne se sont pas aérées. Alors ça c'est un comportement que je veux que vous voyez. Donc on va se mettre dans le document. Donc ce que je voudrais c'est que vous sélectionnez donc, de l'étape 1 jusqu'à tout en bas, jusqu'à l'étape 5. Il n'y a même pas à sélectionner bonne dégustation. Je me suis trompé. Donc on va sélectionner comme ceci. Voilà, donc je ne sélectionne pas bonne dégustation ni préparation qui contient déjà d'ailleurs un espacement après de 12 points, hein, si vous vous souvenez. Donc là, on va se mettre sur disposition. Et dans disposition, je vais laisser en zoom comme ça pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Dans l'espacement après, je vais mettre 6 points. Et là, on voit qu'il n'y a que bonne dégustation qui a bougé. Regardez, je vais volontairement augmenter l'espacement après. Et vous voyez que l'espacement après ne s'applique que après notre liste composée de sous-points et de sous-sous-points. Alors ça, c'est un défaut. Et ça vous arrive souvent d'essayer d'aérer et vous n'y arrivez pas. Et du coup, je comprends pourquoi. Après, vous faites entrer entre les points. Alors du coup, si vous faites entrer, du coup, ça va vous faire un sous-point. Donc vous effacez le sous-point et puis c'est vous-même qui gérez les espacements à la main. Et dans les listes, c'est affreux. C'est clairement affreux, c'est long à faire. Mais en fait, c'est juste que vous ne savez pas le faire. C'est juste une toute petite option à trouver. Et c'est justement cette option-là que je vais vous montrer. Et du coup, vous verrez que ça n'aura plus aucune utilité de faire des entrées pour aérer vos listes à numéros ou vos listes à puces. Donc, je vais remettre à 0 point. Et on va regarder où se trouve cette petite option qui va nous sauver la vie et aérer un petit peu notre document. Donc toujours en sélectionnant tout le texte de la question précédente, faites un clic droit pour ouvrir les options de paragraphe. Et on va décocher une case, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes de même style, et on va vérifier que notre espacement après de 6 points fonctionne et que notre texte est bien aéré. Alors, on y va. Hop, donc ce qu'on nous demande, c'est de sélectionner le texte. Donc moi, il était déjà sélectionné, donc très bien. Donc vous le resélectionnez si vous avez perdu la sélection. On va faire un clic droit. Et dans notre clic droit, on va sélectionner paragraphe.
Donc en ayant tout le texte sélectionné de l'étape 1 à l'étape 5. Une fois qu'on a sélectionné tout le texte, dans la partie qui concerne l'espacement, vous voyez qu'il y a une case qui est cochée, et c'est celle-là qui nous embête, puisqu'elle stipule qu'il ne faut pas ajouter d'espacement sur les paragraphes de même style. Donc là, en fait, on a des listes, et nos listes, ce sont des paragraphes, et ils ont tous le même style. C'est notre liste à plusieurs niveaux. Donc, si cette case est cochée, quel que soit le nombre d'espacements qu'on va vouloir mettre avant ou après, ça n'aérera pas l'intérieur des paragraphes. Donc il faut décocher cette case pour dire, ben moi je veux ajouter des espaces entre les paragraphes de même style. Entre les paragraphes de notre liste, qui ont tous le même style, je veux des espacements avant et après. Donc je décoche cette case et je dis que l'espacement après il sera de 6 points. Du coup, en faisant ça, eh bien, on va aérer du coup, nos points entre eux, avec nos paragraphes finalement qui correspondent à chaque point entre eux avec des espacements après de 6 points. Et voilà. Et là, on a quelque chose qui s'aère. Donc c'est juste une petite case à cocher. Voilà. Positionnez le texte bonne dégustation en bas à droite de la lettre et mettez-le en gras. Bon, ben ça va se faire rapidement. Donc oui, pour vous montrer, maintenant qu'on a décoché la case, on pourrait augmenter. On pourrait augmenter, mais bon, on va le laisser à 6 points, c'est très bien. Donc on va prendre le bonne dégustation, on va le mettre en bas à droite. Donc ici, on va faire un alignement droit, tout simple. Il me semble qu'on avait dit en gras. Voilà. Donc là, cette question est toute simple. Il ne vous reste plus qu'à intégrer l'image de la recette pour que celle-ci ressemble à la capture d'écran de la page 1. Utilisez l'option rogner à la forme disponible dans le ruban. Donc là, l'idée, c'est, si je vous remontre la recette, donc l'idée, c'est d'ajouter notre petite image à notre recette. Voilà, et puis là, on a le document, hein, là. Donc l'idée, c'est d'ajouter l'image de cette façon, avec une petite rotation, on va rogner de façon arrondie. Voilà, c'est dernière petite étape à voir ensemble. Donc ici, je vais insérer mon image. Donc je me mets n'importe où dans le document. Allez, je vais me mettre à ingrédients ici, là. Donc pour insérer une image, insertion d'une image. On va aller dans notre dossier TD6 pour aller chercher notre image crumble aux pommes. Donc là, comme d'habitude, l'image est intégrée au texte, donc il faut la délier au texte. Donc on utilise pour ça l'habillage, ça maintenant vous savez faire. Je vais le mettre devant le texte pour que l'image gravite devant le texte, je vais pouvoir la bouger là où je veux. Hop, voilà, donc ça fait remonter le texte derrière l'image. Donc là, je peux bouger l'image là où je veux. Je peux la mettre ici, 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 voilà. Donc là, on va la rendre un petit peu plus petite. Souvenez-vous, ne retaillez pas l'image de façon horizontale et verticale, vous allez casser la proportion, il vaut mieux utiliser la diagonale, voilà, comme ceci par exemple. Donc là, on peut la positionner sur le côté. Ensuite, on peut faire une rotation. Donc vous avez vu, vous avez une petite flèche arrondie en haut donc, qui vous permet d'effectuer de la rotation de cette image. Donc là, je l'ai fait tourner de façon jolie. Donc là, on va la mettre un petit peu sur le côté. Voilà, avec une petite rotation à 45 degrés à peu près. Et ensuite, on peut rogner à la forme. Donc là, pour l'instant, elle est rectangulaire, mon image. Mais je peux rogner à la forme. Alors souvenez-vous, lorsqu'on clique sur une image, vous avez outil d'image qui apparaît dans le ruban avec un onglet format. Vous avez l'option rogner. Et dans rogner, vous avez rogner à la forme. Et donc là, vous pouvez rogner votre image selon différentes formes. Donc là, on va prendre une forme arrondie en rectangle. Donc rectangle avec bord arrondi ici. Hop, et donc là, les bords normalement sont arrondis. Alors je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, vous avez vos bords ici qui sont arrondis dans la recette. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez intégré l'image, que vous avez rogné, vous avez retaillé, vous avez fait une petite rotation, eh bien vous avez fini le document. Je peux que vous inviter à enregistrer votre document. Et donc normalement, vous devriez avoir
ben, entre mon document ici à droite et le document Word, ben, ça devrait normalement, si vous avez respecté les étapes, ça devrait être comme moi, hein, ça devrait- ça devrait ressembler. Alors, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez le voir. Hop, normalement, vous devriez avoir la recette pratiquement équivalente à ce que moi je vous ai proposé dans le sujet. Visiblement, c'est le cas, hein. Moi, je trouve que c'est le cas. Voilà. Donc, bah, c'est parfait. Voilà, vous savez tout. Si ce n'est que c'est vrai qu'on peut exporter en PDF. Il me semble que c'est ce que je demandais dans le. C'est la dernière question du sujet en guise en guise un peu de révision. Voilà, enregistrez votre document et exportez-le en PDF. Donc juste pour rappel, pour le PDF, donc il suffit juste de mettre fichier, exporter, créer en PDF, vous l'enregistrez dans le TD6, pourquoi pas, publier, et donc ensuite, et ben voilà, vous avez votre... Ah mince, je ne vous ai pas montré, je suis allé trop vite. Donc je vais le refaire, donc vous allez dans fichier, exporter, PDF, et ensuite vous cliquez sur publier. Voilà, et là vous avez votre joli PDF donc non éditable que vous pouvez diffuser auprès de vos proches ou dans un cadre professionnel. Voilà, donc c'est super, on a fini. Donc voilà, hein, donc du coup on a vu plusieurs choses aujourd'hui. Donc on a vu une recette à faire. Donc on a vu euh, comment on utilisait des listes à puces. On a vu que dans les listes à puces il y avait plusieurs niveaux. On a vu qu'on pouvait augmenter le retrait, diminuer le retrait pour changer de niveau. On a vu qu'on pouvait utiliser la touche tabulation pour pouvoir avancer de niveau. On a vu qu'on pouvait personnaliser nos puces. Ensuite, on est allé vers les numéros. Donc au niveau de la numérotation automatique, eh ben, c'est pareil. Donc on peut changer de niveau, faire des sous-numéros, des sous-sous-numéros, etc. Il y a différents formats de numérotation. On a vu qu'on pouvait le personnaliser. On a fait étape 1, 2, 3. On a vu également qu'on pouvait faire des listes à plusieurs niveaux. Donc c'est une combinaison en fait des listes à puces et des listes et des numérotations automatiques. Donc au niveau des listes à plusieurs niveaux, on a vu qu'on pouvait paramétrer une liste avec plusieurs niveaux différents. Des numérotations au niveau 1, des numérotations différentes en niveau 2, en niveau 3 mettre des symboles et on pourrait continuer comme ça jusqu'à 9 niveaux de profondeur. Donc nous ici on n'en a vu que 3. Et ensuite, on a vu comment voilà, aligner un petit peu correctement le texte, puisqu'on a des tabulations automatiques après les puces et les numéros. Donc on a vu qu'on pouvait la supprimer si on a envie pour mettre un espace. Ou bien on a vu qu'on pouvait rajouter des taquets de tabulation, ce qui nous a fait une révision par rapport donc, à la précédente séance. Et que ce taquet de tabulation permettait justement de faire buter le texte à un endroit que l'on souhaitait dans le document pour que tout soit correctement aligné. On a vu aussi au niveau des espacements avant-après, dans les listes à plusieurs niveaux, que voilà, il fallait décocher une petite case spécifique pour que l'espacement avant et après fonctionne et que justement notre document soit aéré. Voilà, donc on a fini la séance. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux que vous conseiller de tester ma recette du crumble aux pommes, bien sûr. Et n'oubliez pas que si vous avez réussi cette séance vidéo, eh bien, vous me mettez un petit pouce. Et puis, si ma recette vous plaît, eh bien, vous pouvez le mettre en commentaire. Et vous pouvez aussi me mettre un pouce. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je m'en vais faire cette recette de ce pas moi aussi. Allez, bon, j'espère que ce visionnage vous a plu. Et puis bonne recette et bonne cuisine. Et j'espère que vous pourrez vous régaler. À bientôt et à une prochaine séance. Au revoir.